tous les jours. Mon cœur bat, chaville et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie partout, il y a de la joie. Bonjour. Et oui, là vous pouvez pas voir la tête de Lola, mais elle est consciente. Elle vient de prendre conscience que, en fait, elle vient de me faire mon introduction. C'était de la flemme, c'est ça? Non, mais c'est juste que c'est bien. Je sais pas, ça met de la joie. Donc, bonjour, bienvenue, Céline. On se retrouve aujourd'hui pour le 6e Histoire de genre. Donc, les interviews où on parle de rapport à leur genre avec monsieur et madame tout le monde. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, je tiens à rappeler que la vie n'est qu'un gros sac de nœuds, que chacun doit expérimenter avec les moyens qu'il a pour avancer. Donc, munissons-nous de la plus grande bienveillance possible pour accueillir ce nouveau retour d'expérience. Aujourd'hui, c'est Lola qui va nous parler un petit peu de tous ces nœuds à elle. Oui. Oui, il y a des nœuds, ouais. Enfin, voilà. Donc, bonjour Lola, on t'a déjà Bonjour. entendu, donc... Non, première approche, je chantais, c'est abrupt. Oui, non, mais justement, c'est ça qu'on aime, tu vois. C'était naturel. Donc, je vais te poser quelques questions que je pose à tous mes invités globalement. C'est principalement les mêmes questions. Tu as le droit de répondre comme bon te semble, ou, même si je pense que ce ne sera pas ton cas, de ne pas y répondre s'il y a certaines questions qui te dérangent ou quoi. Enfin, On peut on mettre verra. un veto parent, sinon genre... Un mettre veto. un signal sonore, les parents n'écoutaient pas à ce moment-là. Je peux, hein. Je peux si tu veux. Est-ce que tu es prête ? Oui. Très bien. Bon, alors j'aimerais bien juste pour commencer que juste tu te présentes un peu. Ok, c'est toujours compliqué. Donc, je m'appelle Lola, j'ai bientôt 20 ans. Je suis étudiante en licence sciences et humanités. Donc, une licence où on fait du tout, du n'importe quoi et même plus si affinité. Voilà, je suis quelqu'un de très curieux et de très intéressé dans la vie de manière générale, de très social aussi. Et voilà, j'ai tendance à m'éparpiller sur plein de choses, à faire beaucoup de trucs de partout. Voilà, je pense que ça résume Oui, très une intéressant. bonne partie de... C'est vrai que ça de te moi. correspond plutôt bien. Est-ce que tu peux nous parler potentiellement de tes loisirs, tes passions, ce genre de choses ? Alors, Brièvement. je peux. Brièvement, c'est plus dur. Brièvement, je peux rentrer en mode mitraillette et faire... Alors, je fais un peu de chant, du saxo depuis que je suis toute petite, de l'écriture, de la lecture, beaucoup de lecture, du dessin. J'aime beaucoup randonner, me balader, explorer de manière générale l'univers qui m'entoure. Et je pense que quelque chose qui prend énormément de mon temps, c'est rencontrer des gens et passer du temps avec des gens, avec les gens que j'aime, avec des gens, pas que j'aime moins, mais que je connais moins et que j'apprécie, pour en apprendre toujours plus. Toujours la question de la curiosité, mais c'est probablement ce qui me prend le plus de temps dans ma vie, d'interagir avec des gens. C'est trop bien, c'est la meilleure des passions, ça. Oui. Je le vis plutôt bien. Bon, tout va bien alors. Est-ce que tu peux nous parler éventuellement un petit peu de ta famille Alors, j'ai grandi dans une famille de 4, donc mes 2 parents et mon grand frère qui a 5 ans de plus que moi. Voilà, mes parents sont toujours ensemble, je le souligne parce que c'est pas quelque chose de courant C'est vrai. partout. Je pense que... Voilà, j'ai toujours été dans un univers de curiosité et mes parents m'ont vue curieuse depuis toute petite, m'en ont jamais empêché, ils m'ont même poussée vers ça parce qu'ils trouvaient ça très positif. Ils m'ont jamais bloqué sur ce que je voulais faire, il n'y a jamais été question de ça sera trop cher ou ça c'est pas une bonne idée ou avec ça t'auras pas un bon métier. C'était pas c'était pas un problème, on m'arrêtait pas pour ce genre de choses et c'était très chouette. Les relations ont évolué et ont changé, c'est parfois compliqué, mais donc je reste quand même très reconnaissante de mes parents de
de m'avoir laissé libre de faire ce qui, moi, me plaisait et ce qui me faisait du bien, mais m'y avoir poussé aussi quand parfois je baissais un peu les bras, et parce qu'ils savaient que malgré tout, ça restait ce que j'aimais faire. Et aussi, je les remercie de m'avoir appris plein de choses, parce que ça reste quelque chose de très chouette. J'ai appris beaucoup à leur contact aussi, et en me renseignant par moi-même, mais aussi à leur contact, au contact d'autres gens. Mais voilà, c'est... si je peux résumer ma vie de famille, ma famille un peu. Et tu as un frère. Oui. Quelle relation tu as avec ton frère ? Eh ben, on a 5 ans d'écart, donc ça a été particulier pendant longtemps, parce que quand j'avais 10 ans, donc c'est-à-dire quand j'étais en gros en CM2, il en avait 15, il était en 3e, non, il était en seconde même. On était dans un collège-lycée, donc quand je suis rentrée en 6e, il était en première, mais on était quand même dans le même établissement. Mais ça reste un écart important entre une 6e et un première, ça reste un écart d'âge, enfin, quand même important. Oui, à cet âge-là, donc, c'est assez... voilà, ça a toujours... mon frère a toujours été mon frère d'une patience d'ange, et heureusement, parce que je suis pas toujours facile à vivre. Mais il a toujours été très patient, il n'y a jamais eu de grosses disputes entre nous. Je pense en bonne partie grâce à ça. Parce que si on avait été deux comme moi, ça aurait pas été la même chose. Mais ça, ça s'est toujours bien passé. On a eu des disputes comme des frères et sœurs, mais on n'était pas non plus proches comme deux frères et sœurs qui auraient 2 ou 3 ans d'écart, parce que l'écart d'âge était important. Maintenant, c'est un peu différent du fait que j'ai 20 ans bientôt, mon frère 25, donc on a un écart d'âge beaucoup... Ça reste le même, mais proportionnellement beaucoup plus proche. J'ai mûri aussi, je commence à arriver dans l'âge adulte, mon frère y est déjà, et on commence à être plus sur les mêmes longueurs d'onde. Donc c'est plus maintenant qu'on commence à réussir à avoir des vraies discussions, à avoir un vrai dialogue. Voilà. D'accord. Est-ce que tu vois des choses à dire sur toi quand tu étais petite, des choses à souligner sur qui j'étais petite? Ouais. Je sais que j'ai toujours été très curieuse, je l'ai déjà dit. Mais c'est quelque chose qui, vraiment, je pense, qui me caractérise beaucoup depuis très longtemps. Et très bavarde aussi. C'est aussi quelque chose qui me caractérise beaucoup depuis très longtemps. Mais oui, non, j'ai jamais eu beaucoup d'a priori sur les choses, sur les gens. J'ai toujours cherché à savoir. Depuis petite, j'avais toujours l'impression de ne jamais en savoir assez. J'ai passé bon nombre de temps dans des livres. Il y a eu des phases de livres de connaissances, des livres de sciences, des choses comme ça. J'ai eu aussi beaucoup de phases de romans mais j'en apprenais par les deux, en fait. Et ouais, ça a toujours été ça. Moi, petite, c'était ça. C'était beaucoup de curiosité. Et chieuse aussi, mais ça faut pas trop dire. Mais bon, ça change pas, hein. On l'est ou on l'est pas, hein, c'est un talent. C'est inné, vraiment. C'est de base, vraiment, on m'a conçu comme ça. Est-ce que tu es à l'aise avec le fait de te présenter là? Tu t'es sentie comment? J'ai toujours le même problème quand je me présente, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent être dans ce cas-là, c'est je sais pas quoi dire. En fait, non pas parce que je n'ai rien à dire, mais parce que je sais que je suis bavarde, je sais que je parle beaucoup, et je doute souvent de la pertinence de ce que je raconte. Après, avec le temps, je suis habituée aussi à dire bon bah voilà, je m'appelle Lola, j'ai 20 ans, je suis étudiante. Et on me pose toujours la même question, t'es étudiante en quoi et t'es étudiante où? Ouais, donc tu gardes ce schéma-là. Je garde ce schéma-là parce que c'en est un, mais je suis pas sûre que ce soit ce qui me représente le plus non plus. Mon âge peut-être, parce que je pense que l'âge ça peut signifier beaucoup de choses. Mon prénom, j'accorde moi-même très peu d'importance au prénom. Je donne beaucoup de surnoms à beaucoup de gens, du coup je suis pas sûre que mon prénom me caractérise particulièrement. Mes études, pour le coup, mes études ont une importance, donc c'est vrai que je le souligne parce que mes études ont une importance dans ma vie, donc voilà, je le dis, mais c'est pas une absolue nécessité. Enfin, c'est... D'accord. C'est exactement ce que m'avait dit le 3e invité d'Histoire de genre, Thomas. Et on avait eu la même réflexion à ce moment-là. On en avait parlé. Sur la présentation ou sur la présentation. Et oui, sur le fait que les études ne définissaient pas la personne, etc. Et moi, je sais que moi, ça peut me définir parce que mes études ont une particularité. C'est des mais c'est pas particulières. C'est un fragment de toi, tu vois. C'est pas mais c'est tout ça. ce qui te... C'est ça, c'est que je suis caractérisée par plein d'autres choses à côté.
Et ouais, on avait parlé de ça, il m'avait dit, il y a plein de moments où ça m'énerve de me présenter parce que je dis tout le temps la même chose et j'ai l'impression que c'est juste, c'est pas vraiment moi, tu vois, c'est ce qu'on attend que je dise sur moi, mais c'est un peu ça aussi. Je donne mes études parce que je sais que c'est ce qui intéresse les gens, parce que généralement c'est les premières questions je vois sur... je m'amuse souvent sur les sites de rencontres, juste vraiment pour m'amuser, je trouve ça rigolo. Juste pour faire des bêtises et répondre des conneries à des gens qui m'envoient juste coucou, comment ça va. Et je vois souvent quand on se présente, le premier truc qu'on me demande c'est t'as quel âge, et ensuite c'est tu fais quoi dans la vie. Ce qui sous-entend que quand on me demande tu fais quoi dans la vie, j'ai envie de répondre dans la vie, j'essaie de vivre et c'est déjà bien. Mais je sais que si je réponds ça, les gens ça va pas leur plaire. Ouais, ils sont pas rassasiés. C'est ça. Alors que si je leur dis je suis étudiante, ils vont pouvoir poser des questions là-dessus. Et ils vont pouvoir cerner quelque chose qui, pour eux, sera un bout de moi, alors que, effectivement, c'est un bout de moi, mais pas forcément le plus intéressant. Ok, bah merci pour cette petite présentation, déjà. Et on va peut-être commencer à rentrer un petit peu dans le sujet. La division entre masculinité et féminité. Il y a des gens qui ne se rappellent pas le moment où elle est apparue dans leur vie, et d'autres qui savent que quand ils étaient enfants, ils faisaient pas gaffe, etc. Et qui se souviennent un petit peu d'événements qui les ont poussés à façonner un petit peu cette division-là. Est-ce que toi, quand je te dis ça, ça te fait revenir des choses ou pas du tout ? Du coup, je me pose la question de est-ce qu'il y a eu une césure à un moment ? Et je sais pas. J'essaie de revoir des scènes de moi à telle époque, à tel âge, en telle classe, et je vois pas l'un ou l'autre, en fait. Je pense que c'était quelque chose qui était présent parce que j'avais une maman et que ma maman était du même genre que moi. Mon papa était pas du même genre que moi. Mon grand frère était pas du même genre que moi. On a eu un chat quand j'ai eu 6 ans. C'était pas un chat, c'était une chatte. Enfin, il y avait ça. Mais est-ce que vraiment ça représentait quelque chose pour moi ? J'étais en classe unique, donc c'est-à-dire une toute petite école où toutes les classes sont avec le ou la même institutrice. Et donc on est des toutes petites écoles, c'est-à-dire que le maximum qu'on a été en tout comme élève dans l'école, on était 18. Ma scolarité donc de primaire, on était 3 de mon année. Et il y avait moi et 2 autres garçons. Et autant avec l'un, c'était quelque chose qui était assez fort. Et c'est quelqu'un avec qui je suis restée en contact plus ou moins par la force des choses, parce qu'on s'est retrouvés dans la même classe aussi au lycée. Et qui est plus dans quelque chose de très normé, en fait, où dans sa vie de manière générale, c'est plus quelque chose d'assez normé. Entre autres, à ce niveau-là, des meufs, des mecs, mais autant avec lui, j'avais un peu ce rapport. Il y avait un peu ce rapport-là, quand même, j'étais une meuf et tout ça. C'était pas quelqu'un avec qui je m'entendais très bien. J'ai eu pas mal de différends, on va dire, avec lui, pour pas dire des moments où vraiment je pense que j'aurais frotté la tête contre le crépi. Mais voilà, et celui-là, il me faisait régulièrement sentir que j'avais quelque chose d'inférieur à lui, alors que je ne comprenais pas du tout pourquoi. Et avec l'autre gars, qui était donc de mon niveau, il n'y a jamais eu ça. C'était juste un très bon pote. Et il n'y avait pas d'histoire d'amourette, de choses comme ça. Déjà parce que notre institutrice avait la bonne idée de ne pas vouloir en entendre parler, parce que c'était s'il y en avait deux qui disaient ouais, ils sont amoureux, elle laissait faire, mais si ça commençait à partir, elle calmait très vite le jeu en nous disant non, c'est pas raisonnable. Donc il y avait pas trop des histoires d'amourette, de machin, de drama de drama d'amour, et du coup on se posait pas cette question là, et je pense que je trouve ça plutôt chouette. Et du coup, en se posant pas cette question là, on se posait pas non plus la question homme, femme, fille, garçon, parce que parce que toujours norme hétérosexuelle, ça aurait pas été fille, garçon, ça c'est sûr. Mais on se posait pas plus en face de nous, on avait juste une personne avec qui on pouvait jouer, c'était cool. Et avec qui on s'entendait bien. Je me suis toujours bien entendue avec ce deuxième gars, c'est toujours très bien passé. Et maintenant je l'ai plus vu, mais ça ferait plaisir de le revoir. Donc ouais, primaire, c'était pas très marqué. Collège, c'est arrivé très vite. Clairement. Donc je pense qu'il y a eu cette césure-là. Après, je suis passée de ma toute petite école où on était 10, mon année de CM2, à une grosse... Plus grosse structure. Plus grosse structure, c'était un collège-lycée, on était plus nombreux, il y avait du monde et tout ça. Donc déjà, choc
choc culturel, hein, clairement, mais pas que. Aussi, ouais, je pense qu'il y a eu à ce moment-là quelque chose qui a commencé. D'accord. Je me souviens, en 6e, un garçon tout le monde a dit « Ouais, il est amoureux de Lola », et j'étais juste en train de me dire « Mais je ne te connais pas. Pourquoi es-tu amoureux de moi ? Moi, j'aime mon chat, j'aime mon frère, j'aime mes parents, j'aime ma maison, j'aime mes amis, mais toi, je te connais pas, ça fait 2 semaines qu'on est là, qu'est-ce que t'es amoureux de moi ? Ça ne veut rien dire. » Mais à ce moment-là, il y a eu clairement quelque chose dans le genre, en passant par les relations amoureuses. Ok. Enfin, du coup, pas de relation avec ce garçon-là, il n'y a jamais eu. Hein, mais mais l'évocation des relations amoureuses, etc. Ok. C'est ça. Est-ce que tu peux me donner potentiellement une définition de la féminité, si c'est possible ? C'est super dur. C'est dur, hein, ouais. C'est vachement une question piège. Mais en fait, il n'y a pas de réponse. Non, il n'y a pas Donc, de réponse. C'est pour ça que c'est piège. Oui. Parce que me connaissant, il y a moyen que je tombe dans le trou et que je m'arrête jamais de tomber et que j'en parle tant que je n'ai pas touché le fond. Je pense que ça devient de plus en plus difficile de dire telle chose est féminine, telle chose est masculine, parce que les barrières du genre deviennent de plus en plus floues. Et moindre mal, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Si on veut répondre bêtement, on dirait c'est l'ensemble des caractéristiques des femmes qui font que l'on reconnaît les femmes en tant que femmes dans leur genre. Perso, ça me satisfait pas du tout comme définition. Ça me satisfait pas, mais j'ai pas mieux. Eh ben, moi non plus, tu Ouais. vois. C'est dur. Justement, c'est pour ça que c'est tu bien de se la poser. Tu poses la question pour que les gens répondent à ta place, c'est ça, pour t'aider à y répondre. Exactement. Non, mais c'est Mais intéressant de... En fait, comme je trouve qu'il n'y a pas de réponse satisfaisante non plus, je trouve ça intéressant de se la poser. Ouais. Parce que sinon, ça servirait à rien, tu vois. Je pense que c'est d'autant plus dur que, à travers l'histoire, ça change totalement. Par exemple, en Grèce antique, les hommes portaient la toge, qui ressemble beaucoup à une robe, disons-le, et c'était très masculin, c'était des hommes virils, on voit des statues de Apollon en toge, ce n'est pas du tout un problème. Un homme qui porte une jupe de nos jours, et super je mal rigole, vu, ouais. je rigole, vraiment, je ris jaune, mais ce serait pas du tout bien perçu, et c'est pas du tout quelque chose de masculin. Les cheveux longs à une époque n'étaient pas du tout un problème. De nos jours, j'ai des amis aux cheveux longs, on les prend régulièrement pour des meufs, juste parce qu'ils ont les cheveux longs, alors que sur tout le reste, ils sont très masculins. Mais pour un peu qu'ils sont pas très très stock, et voilà, bah, on les prend pour des meufs parce qu'ils ont les cheveux longs. Ouais. Alors qu'à une époque, les cheveux longs étaient indifférents hommes-femmes, voire même à une époque, on mettait des perruques, les hommes mettaient des perruques pour avoir les cheveux longs. Je pense que c'est très très fluide aussi, ça dépend ça dépend de complètement. beaucoup de choses. C'est très variable. C'est peut-être un effet de mode aussi, ouais. Un effet de mode, mais aussi un effet sociétal, en fait. Quand, à une certaine époque, la religion chrétienne était très majoritaire, que les cheveux longs des femmes étaient signe de vice et de péché, et que, disons-le, à cette époque, les femmes étaient signes de vice et de péché, de manière générale, plus ou moins tout ce qu'elles faisaient était mal vu. Un homme avec les cheveux longs, c'était pas une belle idée. Signe de vice et de péché, toujours. Les bonnes sœurs cachent leur chevelure. Elles ne doivent surtout pas la montrer. Enfin, voilà. Et donc, c'est clairement quelque chose de sociétal qui fait que les cheveux longs étaient mal perçus, que les femmes masquaient leurs cheveux de manière générale. Et c'était pas un moment, à une époque plus tardive, c'était pour aller à la messe, on cachait ses cheveux ou des choses comme ça. Il y a aussi des périodes où les femmes cachaient leurs cheveux tout le temps. Ouais. Elles ne pouvaient pas avoir les cheveux courts parce qu'avoir les cheveux courts, c'était être un homme, c'était mal vu. Mais elles ne pouvaient pas les montrer non plus parce que montrer ses cheveux, c'était signe de vice et de péché. Il y a un problème avec ça, hein. Vraiment, les gars, mettez-vous d'accord. Voilà. Et maintenant, cacher ses cheveux, c'est pas envisageable. Enfin, voilà. Donc, pourquoi ? Probablement parce qu'on met moins la notion de vice et de péché sur la sensualité d'une femme. Peut-être qu'on devrait la mettre un peu plus par moment. On devrait désensualiser parfois. Enfin, ouais, je pense que c'est beaucoup sociétal aussi et ça peut relever de plein de choses. Je sais plus quelle était la question de base, je pars très loin. On parlait de qu'est-ce que c'était la féminité. La féminité. Non, mais voilà. C'est avoir les cheveux longs, mais pas à n'importe quelle époque. Voilà, exactement. Ça, c'est pas mal. J'aime bien. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais faire si t'étais un homme ? Oh oui. Je vis à Marseille. Si j'étais un homme, je sortirais dans la tenue de mon choix.
sans avoir à me retourner parce qu'on me siffle ou qu'on me dit qu'on aimerait bien me violer contre un mur. Vraiment, ce serait un rêve. Oui, parce qu'on les a tout le temps, et je suis pas la seule, je le sais. On t'a vraiment déjà dit ça? Ouais, alors peut-être pas comme ça. Wow. Je crois que violer, on me l'a pas dit. Mais On te l'a fait bien. Mais on m'a fait dans le même genre. comprendre. Alors, moi, mon grand jeu maintenant, je suis une grande gueule, donc je réponds du tac au tac. Ça m'amuse. C'est-à-dire que bon, j'ai quitté ma montagne à mes 18 ans. J'ai eu 2 semaines d'adaptation qui étaient compliquées, mais depuis, je me suis rendu compte que ma grande gueule était active en montagne. Elle pouvait l'être à Marseille, c'était pas un problème. Et de là, depuis, ouais, je réponds. Et j'ai eu un gars, celui-là, ça reste une de mes meilleures réponses. J'en reste très fière. C'est ce gars qui m'a dit en passant, hey, toi, j'aimerais bien te baiser. Et je me suis retournée, je l'ai regardé droit dans les yeux, j'ai fait un grand geste des mains en lui disant non. Et après, j'ai juste laissé planer un temps pour qu'il intègre le non. Et je lui ai dit, voilà, maintenant que j'ai dit non, aux yeux de la loi, c'est un viol si tu le fais. Et je lui ai cité tout ce qu'il encourait si jamais il le faisait quand même. Et ça l'a pas mal dissuadé, il s'est calmé après. Il a tiré une tête Ouais, il devait pas de s'y plusieurs attendre. pieds de long, clairement. Il s'y attendait pas du tout. Mais voilà, moi, ça m'a fait du bien. Surtout que, je dis pas qu'il allait me violer, c'est pas ça. Généralement, c'est plus beaucoup de mots, mais c'est des mots qui sont pas agréables. Mais le fait déjà qu'il l'évoque, c'est une forme d'agression, parce que vraiment, Très forte. autant une personne avec qui j'ai un lien, avec qui je me sens bien, qui m'attire, que j'attire, qui me dit, toi, j'aimerais bien qu'on fasse l'amour, machin, oui, pourquoi pas, ça peut être sensuel. Un gars dans la rue que je connais pas, qui me gueule dans l'oreille droite, toi, je voudrais te baiser contre un mur, c'est une forme d'agression sexuelle à mes yeux, vraiment. Ouais. Puis si c'en est un parmi tant d'autres, je pense que ça m'aurait surpris puis fait rire. Mais le problème, c'est que ça, c'était 10 mètres après que je sois sortie de ma fac. Et puis 10 mètres plus loin, il y en a eu un autre. Et 10 mètres plus loin, il y en a encore un autre. Et vu que j'ai 1 kilomètre à marcher pour rentrer chez moi, ça fait beaucoup de 10 mètres, en fait. Ouais. Donc voilà. Et si j'étais un mec, je pense que ça m'arriverait vachement moins souvent. Pour en avoir discuté avec les mecs de mon entourage à Marseille. Donc oui. Clairement, si j'étais un mec, j'aimerais faire ça. Trop bien. Ça serait génial. Oui. Vraiment. Ah oui, pisser debout. Aller en festival et pouvoir pisser debout. Non, vraiment, parce que je suis une femme cis, donc je n'ai pas les organes génitaux fabuleux des hommes. Et des hommes cis, donc je n'ai pas de pénis. Et vraiment, je pense que pisser debout en festival sans avoir à trouver une solution pour ne pas s'asseoir sur les toilettes qui sont immondes. Alors, j'allais dire à la propreté relative, mais je crois qu'immonde, c'est le bon mot. Vraiment, ça, ce sera un kiff. Non, Kiff super précis, c'est marrant. Mais... Ouais, non mais franchement, les toilettes de festival, quoi. Genre, quand tu peux pisser debout, je pense que ça doit être cool. Je sais qu'il existe des pisses debout, j'ai pas encore essayé, mais ça reste pas pareil. Enfin, il faut un objet pour le faire. C'est vrai, genre, c'est encore différent. J'aimerais si pouvoir... t'es bourré, tu sais pas où tu l'as mis. Non, j'aimerais avoir un pénis, je sors mon pénis, je pisse et je suis tranquille. Non, sérieux, ce serait trop cool. Génial, attends. Ce serait trop cool. Cet outil tellement pratique. Cet outil est tellement pratique. Les amis dotés d'un pénis, vous avez un outil extrêmement pratique. Profitez-en. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses chez toi dont tu es particulièrement fière et t'es contente de ça? Oui, je pense que oui. Après, c'est variable de jour en jour. Mais non, l'assurance, indéniablement, parce que ça me permet de répondre à des relos dans la rue, mais de m'exprimer face à des gens sans problème, de pouvoir parler dans un micro sans que ça me paraisse trop chelou, de rencontrer des gens, d'aider une nana parce qu'elle est en galère avec sa poussette dans le métro. Enfin, je dis ça parce que j'ai une amie qui est très introvertie, on s'est retrouvés un jour toutes les deux face à cette nana qui galérait avec sa poussette dans le métro, et elle m'a dit « j'aimerais bien l'aider, mais j'ose pas ». Et moi, j'avais pas vu, et je me demande de quoi il est question. La nana, elle fait la poussette, je fais juste viens et on va l'aider. Et on est allé l'aider, et la nana était trop contente parce qu'il y avait du monde, tout le monde passait, personne s'en occupait, et la nana était juste refaite. Enfin, voilà, ça me plaît d'avoir ça. Du coup, en lien avec mon assurance, je pense que je suis fière de ça aussi, de mon altruisme, et de savoir regarder les gens, vraiment, d'observer, et de comprendre, de les entendre, en fait, enfin, de manière générale. Et c'est particulier, hein, mais dans le genre fierté, j'aime mon boule. J'ai de très jolies fesses, et je les aime, vraiment, faut que je le partage.
Non, mais c'est trop bien. Je sais pas s'il y a quelque chose à voir avec ça, mais Si, voilà. complètement. Ça rentre dans... Ah oui, mes cheveux aussi, parce que bon... Tes cheveux sont merveilleux. Oui, mes cheveux sont merveilleux. Non, j'ai une tignasse, colorée. Et j'aime la couleur de mes cheveux. C'est plein de couleurs de c'est partout. des fiertés de chez moi. J'aime bien ma créativité aussi. Le fait que je puisse faire pondre des trucs à mon esprit sortis de nulle part. Ça, c'est trop bien, franchement. Quand tu fais des ping-pong comme ça de créativité avec les gens, ça, c'est le mieux. Enfin, Et viens, on fait ça. Ah ouais, et on rajoute ça. Ah ouais, trop bien. Et avec ça, on peut faire ça. Ouah, ça va être trop cool. Puis ensuite, t'as les gens à côté qui sont en mode... Et puis il y en a un troisième qui hésite, puis qui vient et qui fait et vous pouvez aussi faire ça. Ah ouais, trop bien, on peut aussi faire ça. Et puis vous êtes de plus en plus nombreux à passer pour des tarés. Mais franchement, vous m'arrêtez trop. C'est l'histoire de ma vie. C'est ça. Est-ce que c'est facile d'assumer, d'être fier de ce genre de choses? Non, indéniablement pas. Parce que j'ai remarqué avec le temps, j'ai compris quelque chose. Il y a des fois, il y a des personnes qui avaient du mal à m'apprécier, qui étaient un peu agressives envers moi, et j'ai compris que des gens me voyaient comme quelqu'un de très fier et de très arrogant. Et du coup, je me suis posé la question si j'étais arrogante, et j'en suis arrivée à la conclusion que non, mais ça me suffisait pas parce qu'on ne voit pas forcément quand on a un défaut comme celui-là. J'ai demandé à des gens, et la plupart de mon entourage m'a dit que j'étais pas du tout arrogante, et même le contraire, et ils ont confirmé ce que je pensais. Sauf que j'ai un côté, du fait que je sois sûre de moi, ça donne souvent l'impression aux gens que je veux absolument avoir raison, par exemple, juste parce que j'affirme les choses en étant sûre. Mais c'est pas que j'en suis sûre, mais si tu me le démontres, tu me le démontres. Il n'y a pas de souci, je me remets en question. Et justement, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, je me remets souvent en question. Je fais beaucoup d'introversion. Même si je suis quelqu'un de très extraverti, je passe beaucoup de temps avec des gens. Quand je suis seule, sous ma douche, souvent, je me fais des points sur qui suis-je et que fais-je et où vais-je. Et sur est-ce que là, t'as bien fait, est-ce que... Voilà. Et du coup, je pense être plutôt lucide sur mes défauts, mais c'est pas forcément, les gens sont habitués à voir des gens qui vont dire oh non, je m'aime pas trop, ou quand on va leur faire un compliment, ils vont dire oh non, c'est pas très mérité. Moi, je dessine, on va me dire mon dessin est joli, je vais faire ah bah merci, ça me fait plaisir, c'est vrai que j'y ai passé du temps. Je vais pas dire oh non, c'est pas grand chose, je dessine pas très bien. Quand je le pense que mon dessin est moche, je vais le dire non, moi perso je le trouve moche, mais voilà, ça tu vas pas faire de la fausse modestie ou vraiment penser que c'est ça. OK. Mais du coup, c'est pas toujours simple. Pour moi, oui, ça l'est. Pour les autres, par rapport aux autres, ça peut être compliqué parce que c'est pas toujours super bien perçu. Okay. Il y a des gens, parfois, qui te perçoivent peut-être comme narcissique. Narcissique, on me l'a jamais sorti. Oui, parce que j'ai demandé à la plupart des gens qui avaient des problèmes avec moi, qui étaient agressifs ou pas cool avec moi sans que je le comprenne. Généralement, je les confronte. C'est toujours l'assurance, c'est-à-dire je les pose sur une chaise en face de moi et qu'est-ce que t'as? Me saoule pas, dis-moi. Et narcissique, on me l'a jamais dit. Mais arrogante, beaucoup. Arrogante et madame je sais tout. Mais ça, c'est le problème de la curiosité qui fait que j'ai beaucoup de connaissances. Et vu que je suis du genre altruiste aussi, j'aime beaucoup partager ma connaissance. Et du coup, des gens prennent ça pour un je sais tout. Ils pensent que ça les dénigre eux, alors qu'en fait c'est juste c'est juste que je pense que la connaissance est probablement la meilleure des richesses, et c'est très kitsch à dire, mais mais c'est vrai, c'est la seule chose que si tu partages avec l'amour, tu le perds pas. Et tu le perds pas, il se multiplie. Exactement. Et surtout c'est la base en fait, enfin ça et l'affection, l'amour, c'est les deux trucs qui font que l'être humain est ce qu'il est. Et justement, c'est comprendre le monde. Perso, c'est vraiment, je vis pour deux choses, c'est aimer des gens et comprendre. Et du coup, si je comprends quelque chose et que j'aime comprendre des choses, c'est que probablement dans ma tête, les autres doivent vouloir comprendre ces choses, parce qu'on aime comprendre généralement ce qui nous entoure. Du coup, je le partage et parfois ça passe mal. J'ai pas toujours la bonne méthode aussi, j'avoue. Ça, c'est, parfois, je suis un peu trop frontale là-dessus et... Ça m'a fait du tort. Parce que pour toi, ça coule un peu de source qu'on puisse être dans ce mood-là. Et il y a des fois, ça plaît pas. Ok. Il y a des gens parfois qui en ont rien à faire et qui me voient ramener ma science. Je ramène pas ma science, juste je me dis, tu sais pas ce truc-là et moi je le sais. Et du coup, c'est trop bien si je peux te le partager, c'est trop cool. Et eux, ils sont juste en mode... eux, ils perçoivent ça juste comme une nana qui vient ramener sa science alors qu'ils ont rien demandé souvent. Et donc ça m'a fait du tort à plusieurs reprises, mais tant pis pour eux.
Est-ce que tu as, à l'inverse, des complexes? Oui. Oui et non. Je pense que j'ai des choses sur lesquelles j'aimerais travailler. Mais des complexes, j'en ai plus. J'en ai eu longtemps. J'ai pas eu un collège-lycée très facile. Je me faisais souvent emmerder et tout ça. Donc, il y a eu des complexes qui sont passés. Il y a eu des trucs à la con, beaucoup. Hein. Mais physiquement, j'ai accepté mon corps. Et même s'il y a des jours où je me regarde dans la glace en me disant non, le lendemain, je sais que je vais me regarder en me disant hey, toi, t'es méga sexy. Et du coup, quand j'ai décidé que. Quand je suis dans un de ces jours où, quand je me regarde dans la glace, ma tête me dit bah non. Je me dis que j'attends le lendemain pour me regarder dans la glace et me dire ok, aujourd'hui t'es sexy. Donc là-dessus ça va. Et puis je sais que mes complexes sont, enfin pas mes complexes mais mes visions un peu dark de mon corps sont pas rationnelles forcément. C'est juste, enfin si je voyais ça chez quelqu'un je trouverais ça grave cute et chez moi je trouve ça horrible pour aucune raison. Donc j'ai arrêté de me torturer là-dessus. Ouais. Après ça va être plus des trucs dans la manière de faire, sur le. Je parle beaucoup. Non, mais vas-y. Et non, je parle beaucoup. C'est un complexe. Enfin, c'est pas un complexe. Ah, d'accord, ok, d'accord. Ça y est, Ouais. Je sais que je peux être envahissante aussi là-dessus. Pourtant, je suis beaucoup à l'écoute des gens, mais les gens ont l'impression qu'ils peuvent pas parler. Après, j'ai le problème aussi que si quelqu'un me parle pendant que je lui parle, je l'entends autant que j'arrive à me concentrer sur ce que je dis. Ouais, donc ça donne l'impression que t'écoutes pas alors qu'en fait si. Alors j'écoute. Et du coup, souvent les gens s'arrêtent de parler aussi. Alors que, mais vas-y, continue de parler, hein, c'est pas un problème. Mais voilà, c'est. Ce côté-là, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais vraiment travailler et j'essaie de travailler dessus, mais c'est très très compliqué, c'est très ancré en moi. Et quelques autres choses aussi, Mais je pense que c'est un de mes plus gros complexes. Le fait que je sois quelqu'un d'assez envahissant et dans la parole, je parle fort aussi, je ris, je crie. Quand je suis en colère, je crie fort. Quand je suis contente, je saute et je crie fort aussi. T'as un côté très italien, très expressif. J'ai quelque chose de très expressif. Et ouais, ça c'est très envahissant. Et j'aimerais bien laisser plus de place aux gens parce que je pense que les gens ont beaucoup de choses à dire. À dire, pas forcément. Oui, c'est ça. C'est que toujours sur le truc de l'assurance, c'est que c'est à double tranchant. Enfin, j'en ai un peu trop et il faudrait que je laisse un peu plus les gens respirer. Et je le sais, mais c'est pas que je l'oublie, c'est que j'arrive pas à contrôler. Ouais. Voilà. C'est histoire de juste apprendre à la tempérer sans pour autant sans te m'oublier non de plus. Ça. Ouais, voilà. Ouais. Est-ce que, un peu lié au complexe, tout ça, ça t'est déjà arrivé de te sentir soit diminué, soit catégorisé à cause de certains prérequis liés à ton genre ou pas? Je vais pas refaire le speech de tout à l'heure, mais je suis à Marseille, le harcèlement de rue, indéniablement. Okay. Pas que, j'ai eu aussi des fois, il y a des choses qui m'ont... Ouais, qui, moi, m'ont marqué. C'est peut-être parce que je suis une féminazie de merde, hein, mais je pense pas. Mais si ça se trouve, c'est ça. Sait-on jamais. Non, j'ai eu des fois, ouais, où... Des petites réflexions, des petits trucs. Je suis une féminazie de merde, donc je ne m'épile pas. Parce que je n'en ai rien à faire, vraiment, c'est un truc. Je ne me préfère pas sans poils. Donc pourquoi les enlever alors que ça fait mal? Et j'ai eu parfois des trucs. Ma maman, un jour, qui m'a dit que ce serait bien de m'épiler parce qu'avec cette robe, quand même, avoir des poils sur les aisselles, c'est pas très joli. Pourquoi moi, je devrais faire ça? Quand j'étais au collège, lycée, je m'épilais. Et j'ai arrêté après, j'ai arrêté sur la fin de mon lycée. Et par exemple, je me faisais épiler les sourcils pour que mes sourcils soient bien dessinés. Je me maquillais même pas, je faisais ça, je ne sais pas pourquoi. Ça me faisait mal, ça me saoulait, je voulais pas le faire. Enfin, fondamentalement, ça me saoulait d'aller le faire. Mais je le faisais quand même parce que quelque part il fallait. Et je sais que ça me saoulait. Et je me suis dit souvent, mais les mecs, en fait, genre, il y avait un gars dans ma classe, il y avait un mono sourcil, personne lui disait rien. Et moi, j'ai jamais eu de mono-sourcils, j'ai pas des sourcils spécialement broussailleux, je pense que j'ai vraiment des sourcils bien dans la norme. Et juste, tous les mois, fallait que je passe sous la cire de l'esthéticienne. Parce que... Et ouais, y a même pas de vraie raison, ouais. Et c'était vraiment parce que j'étais une meuf. Et pourquoi moi, je devais me faire arracher la peau alors qu'eux, ils étaient chill. Là-dessus, ouais, clairement, je l'ai senti. Okay. Après, j'ai eu aussi des fois de personnes qui me disaient « Ouais, mais t'es une meuf, tu peux pas comprendre. » Comment ça, parce que c'est des maths et je suis une meuf, je peux pas comprendre, mais va te faire foutre. J'ai dû mettre la race à des mecs en physique pour qu'ils me laissent tranquille. Des trucs comme ça, ou
en primaire, j'ai eu un gars, ce fameux gars avec qui je me suis jamais très bien entendue, qui m'a dit « Ouais, mais t'es une fille, tu peux pas courir vite ». J'étais en CE1, le mec le plus âgé était en CM2, donc quand même un bon écart d'âge et surtout de développement physique. Quand j'ai mis la mine à la course à ce gars-là, lui n'a rien dit, mais le gars qui m'avait dit, donc ce gars qui avait mon âge, qui 10 minutes avant m'avait dit ouais t'es une meuf, tu peux pas courir aussi vite qu'un mec, alors que je venais de mettre la race à tous les mecs, vraiment tous, les meufs aussi, et à la course. Et ça lui a fait bizarre, je crois. Mais c'est plein de petits trucs comme ça. Ça lui a appris que, en fait, t'es une femme. C'est pas parce que t'es une femme que... Je ne suis pas incompétente, tu sais. Je suis bonne, rien qu'à faire la vaisselle. Ouais. Oui. C'est ça. Eh ben non. D'accord, ok. Eh ben voilà, merci beaucoup. C'est super intéressant, ça. En fait, c'est trop pratique avec toi parce que... Je développe toute seule. Ouais, tu développes. Je suis pas obligée de te tirer les verres du nez, tu vois. C'est juste on en revient, je parle beaucoup. Non, mais là, c'est parfait, tu vois. Ok, anecdote, quand j'étais petite, en voiture, mes parents m'appelaient Radio Lola parce que je parlais toute seule à l'arrière. Eux, ils discutaient avec mon frère. Ils faisaient une vraie discussion construite. Moi, je me faisais presque ma discussion toute seule. Et une fois de temps en temps, ils lançaient un oui Lola. Et je continuais. Du coup, j'étais Radio Lola. Je faisais de l'animation en fond. Mais beaucoup trop drôle. Voilà, je suis bavarde de tout temps, vraiment. Hein, c'est tellement drôle comme anecdote. Ouais, comme ça, c'est dit, c'est sûr. Est-ce que tu t'es déjà sentie dans l'interdiction de faire quelque chose parce que t'étais une femme, ou est-ce qu'on t'a déjà interdit de faire certaines choses parce que tu es une femme ? Je reviens beaucoup là-dessus, mais c'est parce que ça me marque beaucoup et que c'est quelque chose qui me ramène beaucoup à ma entre guillemets condition de femme. Ouais, mon père qui m'a dit tu vas pas je repartais de chez mes parents, j'avais passé le week-end chez eux, il m'a dit tu repars pas en robe. Pourquoi ? Parce que tu redescends à Marseille, tu repars pas en robe. Je suis partie en robe. mais je sais que mon père a vraiment pas apprécié. Ça a vraiment été un sujet de conflit à ce moment-là. Ouais. C'est-à-dire que c'était une demi-heure avant que je parte. On a passé la dernière demi-heure à se prendre la tête. Parce qu'il voulait pas que je parte en robe. Mes parents m'ont jamais empêché de faire des trucs et tout. Et c'est clairement pour ma sécurité. Le problème, c'est que c'est pour ma sécurité. Ma grand-mère, qui régulièrement au téléphone me dit « Oui, mais tu sors pas trop tard le soir. Hein. » Si, mamie, je suis désolée, je sors tard le soir. Pourquoi ? Parce que ce soir, c'est la crémaillère d'un de mes super potes. Et que je vais aller à la crémaillère de mon super pote. Et que oui, probablement, je vais rentrer après 2h du mat. Mais l'avantage, c'est que je bois pas. Donc, je rentrerai pas bourrée. Mais voilà. Mais ça, on m'a... Ouais, depuis que je suis à Marseille, clairement, c'est indéniable. Je me reporte beaucoup à ça parce que pour le coup je suis pas une grosse distinction de genre ni moi-même voilà. Ça fait partie de ton quotidien en ce moment, c'est ça. Du coup ça revient et surtout c'est la première fois dans ma vie qu'on m'y ramène autant au fait que je sois une femme, au fait que je sois un bout de viande, hein, très souvent et on m'y ramène beaucoup donc c'est pour ça que ma tête y revient beaucoup aussi. Je trouve ça un peu triste quelque part, pas pour moi mais pour la société de manière générale. C'est triste. C'est clair. Mais ouais, ça tourne beaucoup autour de ça, après des choses qu'on m'empêchait de faire parce que j'étais une meuf. Pisser debout, vraiment, hein, c'est... ça aussi, ça reste un truc... on m'a, quelque part, quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, m'a empêché de pisser debout, et ça, c'est un grand dame dans ma vie. C'est beaucoup trop pratique, on devrait pas se priver. C'est Dieu qui t'a empêché de pisser debout. C'est pas juste. En fait... on reprend après une petite pause et Lola a pensé à des trucs, donc on repart sur un petit peu... C'est la pause pipi, ça fait réfléchir. Ouais, voilà, c'est ça. Les interdictions, etc. Non, ouais, dans les autres interdictions, des choses qu'on m'empêche de faire parce que je suis une meuf, je ne peux pas faire du sein nu à la plage, et pourtant ce serait cool parfois. Je ne peux pas... Alors, je peux, mais pas sans des regards désapprobateurs, désobligeants ou désapprobateurs. Je ne peux pas porter de soutif. Pourtant, soyons honnêtes, les soutifs sont une horreur et j'aimerais bien avoir une petite poitrine, un petit B ou un petit A. Non, j'ai ce qu'on appelle une poitrine conséquente. Et je ne peux pas ne pas porter de soutif sans qu'il y ait des gens qui regardent, sans qu'il y ait des personnes qui me le fassent remarquer. Ouais, il y a des gars, parfois, ils portent des slims tellement moulants qu'on voit leur tub à travers leurs pantalons et on leur dit rien.
Et moi, je porte beaucoup de vêtements très amples, des chemises très amples, et malgré tout, ça se voit un peu que, effectivement, mes seins sont pas forcément soutenus. Il y a des regards chelous de gens que je ne connais pas parfois, des gens random dans la rue, parce que je ne porte pas de soutif et que les meufs sont censées porter des soutifs. Pourquoi ? Après ça, il y a quelque chose qui est bien, c'est que de plus en plus de nanas n'en portent plus, du coup ça rentre dans la norme. Ouais. Ça, c'est très très bien. Mais je sais que selon le taf que je devrais faire, faudrait que je me réhabitue à... Je porterai des brassières, clairement, je porterai pas de soutif, mais... Mais c'est vrai que les nanas à petite poitrine, et du coup je sais de quoi je parle, c'est beaucoup plus accepté qu'on ne porte pas de soutif que les nanas qui ont plus de poitrine. Surtout que l'effet visuel est différent, c'est-à-dire qu'une petite poitrine va quand même moins tomber. Oui. Je considère pas que mes seins sont tombants, que c'est des grandes toilettes, mais... Clairement pas. Mais effectivement, là où normalement j'ai la poitrine qui m'arrive au niveau du menton, si je porte un soutif, effectivement, mes seins sont à leur place naturelle, mais on n'est pas habitué à ce que des seins soient aussi bas, entre guillemets. Alors qu'en fait, c'est normal. Alors qu'en fait, c'est tout à fait normal. Mais plus on va en voir, plus on va s'habituer, plus ça va rentrer dans les normes, et ça, c'est bien. Oui. Merci pour ce petit update. Voilà. Justement, c'est parfait parce qu'on va parler un petit peu du rapport à ton corps. Ah, de seins, de boobs, putain. Parlons de boobs, parce que les boobs, c'est trop bien. Pour parler un petit peu de ton rapport à ton corps, comment ça s'est passé ton adolescence, comment tu as appréhendé ton corps avec ce passage un peu spécial, un peu délicat parfois, du corps qui change, etc. Paradoxalement, aussi bien que mal, j'ai jamais eu un vrai culte du corps. J'ai pas eu cet aspect-là. Et donc, j'ai par exemple pas eu de problème, sans aller à de vrais problèmes de boulimie ou d'anorexie. J'ai pas eu de problème d'alimentation, je me suis pas régulée, j'ai pas... voilà. Mais j'avais une pression, indéniablement, je pense qu'on l'a tous à cette époque-là, plus ou moins. J'étais pas loin de la norme, enfin j'ai toujours été grande, donc j'ai toujours été plus lourde, enfin mon poids était plus important, mais j'ai toujours été plus grande, donc ça m'a jamais tracassée. Mon médecin m'a toujours dit t'inquiète, t'es largement dans la norme, ça m'inquiétait pas, je sais que ma santé n'a pas été en danger, donc là-dessus je m'étais bien. Mais j'étais très loin d'être un nana populaire, j'ai même eu pas mal de bons gros problèmes de harcèlement collège, lycée, ça a duré à peu près toute ma scolarité, collège-lycée. Et du coup, je me remettais aussi beaucoup en question de est-ce que je pouvais être désirable. Ça s'est arrivé plus au lycée. Est-ce que quelqu'un pouvait vraiment m'apprécier, parce que beaucoup de gens me rejetaient. J'ai commencé à avoir des relations à cette époque-là, plus amoureuses et tout ça, mais c'était clairement pas dans mon lycée. Et je sais pas, même quand j'ai commencé à avoir ces relations-là, ça me semblait pas très vrai. C'est... Pas très vrai ? Pas très vrai dans le sens que c'était pas... j'étais pas sûre que ce soit vraiment pour moi, je sais pas, c'était pas par intérêt, genre une personne qui avait juste besoin d'être avec quelqu'un et du coup, hop. D'accord. Alors que concrètement, non, je pense pas, mais dans ma tête, c'était un peu ça à cette époque-là. Oui. La question se posait quand même si... Ouais, c'est ça. T'avais un doute, quoi. Ouais. Puis j'ai jamais été en surpoids, loin de là. Mais à l'adolescence, les chairs se répartissent, les graisses se répartissent un peu comme elles peuvent. C'est souvent très aléatoire. C'est une période où on n'est pas gracieux à l'adolescence, c'est très rare. Et ouais, j'ai eu des périodes où j'avais un peu plus de ventre, un peu plus de poignée d'amour, des choses comme ça. Mais ça m'a, moi, jamais dérangé. J'ai eu un moment où j'ai pris un peu plus de poids d'un coup, mais c'est normal chez les meufs, je sais que c'est quelque chose de normal, c'est les hormones, c'est parfaitement naturel. Et j'avais eu ce moment-là, m'a très fortement marqué par rapport à ça. J'avais la chance d'avoir 15-16 ans à l'époque et d'avoir déjà du répondant. Je pense que ce serait arrivé plus tôt, ça m'aurait plutôt achevé qu'autre chose. Et ça m'aurait probablement créé de très gros complexes. Mais voilà. Non, c'est ma grand-mère qui, au détour d'une conversation, m'a dit que c'était pas une bonne idée qu'on aille acheter ces super loukoums que j'adore, qui sont trop bons, avec mon papa. Parce que je lui ai dit... Elle m'a fait une petite taquinerie pas méchante, et ma grand-mère n'a jamais été très, très violente là-dessus, elle est même plutôt très tolérante. Mais là, elle m'a juste dit oh, bah, c'est pas très bon pour ta ligne, mais c'est une taquinerie qui arrive dans la famille. Sur le coup, moi j'ai répondu par la taquinerie en lui disant pourquoi il y a un problème avec ma ligne.
Et je m'attendais pas à ce qu'elle me dise oh bah ce serait bien que tu perdes un peu. C'était pas méchant de sa part, je sais que c'était plus dans une optique de bah si tu perds un peu tu seras mieux dans ton corps, des choses comme ça. Et bon, j'avais 15-16 ans à l'époque, donc j'ai réussi à lui répondre vraiment toujours mon assurance et mon répondant. Je lui ai dit bah non en fait, mon corps je l'aime comme ça, il me gêne pas, je suis bien, je ne suis pas en mauvaise santé, je n'ai pas de risque pour ma santé, donc bah non je perdrai pas quelques kilos. Et si mon père est d'accord pour qu'on aille acheter ces loukoums, on achètera ces loukoums parce que pour le coup ça me fait pas de mal de voir mon corps comme ça. Et ça me fait du bien de manger ces loukoums. Du coup, rien n'est négatif au fait que je prenne des loukoums. Donc, je mangerai ces loukoums. C'est pas un problème. Puis surtout, c'est pas pour 4 loukoums que je vais manger qui vont être un vrai problème. Surtout que j'ai jamais eu une alimentation déséquilibrée. Mais voilà. Et ça c'est quelque chose qui m'a marqué. Ça n'a pas créé de complexe. Ça aurait pu. Ouais. C'était un peu plutôt comme tu disais. Ouais, c'est ça. Plutôt, je pense que j'aurais été plus fragile. Là, c'est vraiment le moment où je commençais à m'être un peu forgée et à avoir... Ça t'a juste fait drôle, quoi, que ça m'a fait de l'entendre. Ça m'a fait drôle de l'entendre, mais ça m'a un peu, pas blessée, mais un peu attristée parce que ça venait de ma grand-mère qui est très bienveillante, au contraire. Et je m'attendais pas trop à ce qu'elle me sorte ça. Mais je lui en veux pas du tout, je lui en tiens par rigueur. Et je sais qu'elle faisait ça vraiment pas dans l'optique de me mettre mal. Mais... Ouais, non, plus de veiller sur toi, oui, voilà. Bien sûr. Et voilà. Et comment va ta sexualité Avec ce confinement, je l'ai enterré. Non, je l'ai reprise depuis. C'est pas là qu'on met un bip par an, s'il vous plaît, genre. Bye bye les parents. Voilà, bisous. On mettra un timecode pour indiquer où est-ce que je parle plus de ça parce que non, ma sexualité ça va. Non, ça dépend du coup sur quelle durée on met, parce que si c'est sur le dernier mois, ça peut aller. Si c'est sur les 3 derniers mois, bah, confinement étant, non. Surtout que j'étais confinée avec mes parents, chez mes parents, donc non, hein, clairement. Avant le confinement... Est-ce qu'on peut considérer que le confinement était juste une pause et, oui. Voilà. C'est juste, on va considérer qu'on a fait juste... On a tous eu un moment de pub dans notre vie. C'est ça, c'était une pub, ce n'est pas dans le film de ma sexualité. Du coup, non, ça allait plutôt bien. Après, ça s'est plus éclairci récemment, mais je suis quand même bien avec ma sexualité. Tout va bien. C'est surtout ça. Et si ça te dérange pas de nous parler un peu de ton approche de la sexualité ? Très ouverte. J'en parle très facilement, à part avec ma famille, hein, globalement. Mais mes amis le savent. C'est un truc, je pense que... On en revient à ça aussi, mais c'est peut-être parce que je suis une féminazie de merde, hein, mais je pense que la sexualité devrait être un peu plus libérée, qu'on arrête de se mettre une pression dessus, qu'on arrête de mettre des normes à la con dessus. J'aime les gens que j'aime. Je ne suis pas obligée de coucher avec une personne avec qui je suis amoureuse. Il y a des personnes avec qui j'étais en relation amoureuse, j'ai jamais couché avec eux. Il y a des personnes, j'ai jamais été en relation amoureuse avec eux, j'ai couché avec eux. Et c'était pas un problème. Et c'était pas un problème. J'ai couché avec des amis sans que ça pose jamais problème. C'est pas... Ouais. C'est juste... une personne me plaît, je lui plais aussi, on est tous les deux d'accord. Pourquoi se faire chier? Ouais. On en vient un peu au loukoum tout à l'heure, hein. Ça ne fait ni de mal ni à l'un ni à l'autre, tant qu'on fait attention toujours, hein. Mettez des préservatifs, etc. Est-ce que... Non, on va pas faire ça maintenant. on va pas faire de la prévention préservatif maintenant. Ben, c'est fait, hein, tu l'as fait. Non, en vrai, il faudrait détailler, mais bon. Non, voilà, c'est pas... Ouais, c'est juste... Non, mon approche de la sexualité est plutôt au feeling et si ça me fait du bien... Paradoxal comme phrase, mais si ça me fait du bien à ce moment-là, si j'en ai envie, bah, et que la personne aussi est ok, bah chaud, quoi. Je suis pansexuel, donc bah, homme, femme... comme certains... J'allais dire connard, non, on va dire comme certains... Jean et trois d'esprit le dirait, c'est homme, femme, animaux, tout me plaît. Je l'ai déjà entendu. Déjà sorti ça. On a déjà vraiment sorti ça. Et bien, c'est quand ça vient de la communauté LGBT. Ça fait bizarre.
Ah ouais, quand c'est drôle, c'est bizarre ça. les réflexions qu'on a, c'est les bi qui disent ouais, mais en fait les pans c'est juste des bi, mais c'est juste qu'ils veulent se faire remarquer. Parce que c'est compliqué d'expliquer la différence entre pan et bi. Est-ce que je peux l'expliquer éventuellement maintenant parce que tout le monde n'est pas au courant. Donc déjà, on va faire la différence entre romantisme et sexualité. Le romantisme, c'est le fait de tomber amoureux d'une personne. La sexualité, c'est l'attirance physique et sexuelle. Donc, toutes les notions qu'on a peuvent être déclinées en romantisme et sexualité, homosexualité, homoromantisme, hétérosexualité, hétéroromantisme. Les deux ne sont pas forcément étroitement liés. On peut être homosexuel, hétéroromantique, c'est quand même pas très courant, mais pourquoi pas. Mais ça peut être bisexuel, hétéroromantique, c'est voilà. Donc bi, ça inclut homme et femme. Bi, c'est deux, donc homme et femme, les deux. Hétéro, c'est du sexe ou du genre opposé. Homo, du sexe ou du genre, du même sexe ou du même genre. Et pan, du coup, c'est tous. Donc c'est dans le sens, non pas que tout me plaît, c'est dans le sens que mon niveau de désir ne va pas être modifié, de désir ou d'amour ne va pas être modifié par le fait que la personne en face soit de tel ou tel genre. Je n'en ai rien à foutre. Et j'appelle régulièrement des mecs elle et des meufs il. C'est vraiment pas un problème pour moi. L'écriture inclusive pour moi est une base parce que vraiment je vois les choses comme ça très souvent. Et ouais, les personnes, c'est juste qu'une personne va être stylée ou va être très belle ou ok, cette personne est belle, elle m'attire. C'est un mec, c'est une meuf, je m'en fous, je ne l'ai même pas vue. Donc voilà, ça va être donc la pansexualité, ça va être ça. Je ne sais plus comment on en est arrivé à ça. Si, les gens qui faisaient des réflexions à la con. Oui, c'est vrai, ça y est. Mais donc ouais, des billes qui te disent que les pans c'est comme des billes, c'est juste que vous voulez vous rendre intéressant. C'est vrai que la nuance entre les deux est très difficile à comprendre et c'est rare que des gens la comprennent s'ils ne sont pas pans en fait. C'est très 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 compliqué à expliquer. Ouais. mais donc on nous sort ça, j'ai eu le droit à ça, j'ai eu le droit le pire c'est, je pense que c'est les gays et les lesbiennes qui sont maintenant les plus reconnus malgré tout dans la communauté LGBT. Je pense que c'est je dis pas qu'on y est et qu'ils ont tous les droits et qu'ils sont bien et tout, hein. Il y a encore de sérieux problèmes à régler, mais c'est clairement ceux qui commencent à être le plus reconnus dans la plupart des trucs. Et il y a chez certains un côté un peu pédant qui naît aussi. Il y a des personnes qui ont commencé à dire que les gays et les lesbiennes étaient les vrais LGBT, ceux qui luttaient vraiment, les autres ils étaient juste un peu derrière ou des choses comme ça. Et ouais, des gays ou des lesbiennes qui m'ont sorti des trucs genre ouais, pense et les pans c'est genre vous aimez tout, genre les hommes, les femmes, les animaux, les enfants. Bah non en fait, non, je te jure que non. Mais toi du coup j'ai beau aimer tout le monde, toi du coup non. Non, toi toi non. Ne marchera pas. Je suis désolée mais un autre jour peut-être. Quand tu seras moins con. Du coup on a vachement dérivé, je dérive très vite. Non, mais c'est super intéressant. Non, en soi c'était dans la thématique. De comment j'aborde la sexualité, c'était ça la question. C'est ça, exactement. Voilà, c'était pile dedans. Pile dedans, bah du coup je l'aborde comme ça te plaît, vas-y chaud. C'est tout, c'est trop bien. C'est beaucoup de ça, c'est j'ai jamais eu de tabou sur la masturbation non plus. Ça m'a jamais choqué chez moi. Ça m'a jamais choqué que les mecs ou les meufs en parlent. Chez les meufs c'est régulièrement problématique, mais alors chez moi ça n'a jamais été un souci. Et voilà, c'est pas j'ai pas non plus de vision du couple fermée, j'ai pas de c'est ouais, pour moi le couple libre est un peu une base, c'est-à-dire que j'ai jamais trop compris comment on peut dire ouais on est ensemble et du coup tu vois personne d'autre que moi. Bah du coup c'est une contrainte et du coup t'as pas envie en fait. Enfin pour moi c'est plus un couple, ça se forme plus quand je me plais avec cette personne, je passe du temps avec cette personne, c'est cool, peut-être tu couches ensemble, peut-être pas. Et progressivement, si par exemple tu couches avec cette personne, tu peux éventuellement coucher avec d'autres, puis avec le temps, ou même directement, tu te rends compte que tu n'as plus envie de coucher avec qui que ce soit d'autre, et du coup tu couches plus qu'avec cette personne-là. Bah ouais, parce que c'est la personne avec qui tu as envie de coucher uniquement. Et putain, c'est super beau quand on arrive à ça, quoi. Et si t'arrives à ça par la contrainte, c'est super triste au contraire. Ouais, c'est clair. Mais du coup, tu fais ça un peu au feeling, et la seule règle en soi intangible, c'est respecte-moi et respecte mon consentement. Le consentement, c'est important. Elle n'est pas obligée d'avoir dit non pour ne pas être d'accord.
Et c'est pas Ou parce qu'elle a il. dit oui, il ou elle, oui, c'est vrai, je dis elle parce que c'est souvent... C'est plus Mais- courant, mais... Mais il aussi, c'est yel, comme l'écriture inclusive, Mm. il, elle. Donc ouais, non. Ah, je Ouais. savais pas que ça... Eh ben voilà, mais oui, c'est... D'accord. Maintenant, oui. Donc, tu l'écris I... E-L ou I-E-2-L-E, ça dépend. D'accord, Parce que bon, il n'y a pas encore beaucoup de normes posées sur Ouais. l'écriture inclusive. j'imagine. Mais il y a des gens qui trouvent ça moche. Moi, yel, je trouve que ça sonne bien. Et ça marche bien aussi. Ben, c'est assez clair, en fait. Oui, donc, c'est ça. Ça évite le redondant il, elle. Ou ouais. à l'écrit, écrire il, Il slash slash elle. elle. C'est super long, alors que écrire yel, I-E-L, ça va très vite, ça va tout seul, Mm. c'est très bien. Voilà. C'est pas mal. Donc, Merci. yel a le droit de dire non à n'importe quel moment, même si yel a dit oui avant. Voilà, c'est important. On en était à ça. Oui, c'est clair. Ok, et est-ce que si tu étais de l'autre genre, tu imaginerais ta sexualité différemment ou pas? C'est pas du tout concret, Oui, c'est très hypothétique. mais Mais, c'est voilà, c'est une question intéressante, je sais trouve. pas. Je pense que oui, parce que j'aurais clairement pas le même corps. Mm. Après, je suis une meuf cis, clairement. Enfin, cis, donc cisgenre, c'est-à-dire que le genre auquel on m'a associé à la naissance est celui auquel je m'identifie. C'est-à-dire qu'à la naissance, mes parents, on leur a dit « vous avez une petite fille » et depuis, je me suis toujours sentie petite fille, puis petite femme, puis je commence à être une femme, je crois. Voilà, donc je pense que si j'étais un mec, je serais probablement un mec cis aussi. Je sais pas, ça changerait pas. Je pense que si je suis pan, je resterai pan. C'est un truc, Ouais. quelque chose qui me semble assez naturel. Après, oui, clairement, ça changerait quelque chose dans ma sexualité parce que j'aurais pas un utérus, des ovaires, un vagin. J'aurais un pénis, des testicules. Donc, clairement, ça changerait quelque chose, je pense. J'aurais pas mes règles tous les mois. Je pense que ça changerait quelque chose aussi. C'est... Je sais pas, j'aurais le même rapport, par exemple, au côté domination-soumission au lit. Sans rentrer dans du BDSM, Oui. hein, juste, il y a régulièrement... Quand Des on couche avec petits quelqu'un, jeux, ouais, voilà. il y a toujours une personne qui prend plus la main que l'autre, et il y a toujours souvent, certaines personnes préfèrent prendre la main ou préfèrent se laisser prendre la main. Et enfin, laisser l'autre prendre la main. Je suis plutôt, rentrons dans l'intime, je suis plutôt du genre à laisser la personne prendre la main. Parce que j'aime bien, je me sens dorlotée, c'est rigolo. Et je sais pas si j'étais un mec, si j'aurais plus Est-ce que ce oui. côté. Après, Oui, peut-être. je sais que moi, ça vient aussi. C'est une théorie qu'on avait élaborée avec une amie. Que les personnes qui sont très dominantes dans leur vie, qui dirigent beaucoup très facilement, c'est mon cas, je parle fort. Elles aiment bien un peu voilà, se laisser porter. Voilà, généralement, plus, aiment bien, dans l'intime, justement, renverser ça. Et moi, c'est clairement mon cas. Ne le nions pas, je suis quelqu'un, je prends la main dans la vie. Je suis pas une chef, plus j'aime bien le côté leader parce que j'ai de l'assurance et que du coup, j'aide les gens à se décider ou des choses comme ça. Et ouais, du coup, au lit, ça s'inverse. Et ça, je pense que ça changerait pas si j'étais un mec parce que je vois pas pourquoi en étant un mec je serais moins d'autant qu'en étant un mec c'est quelque chose de plus facile dans notre société, ouais. Donc je pense que je le serais aussi parce que c'est quelque chose qui est pas forcément lié à mon sexe ni à mon genre, donc ouais, je pense qu'au lit je garderais ce côté là. Après bien sûr ça changerait des choses parce que j'aurais un pénis et des testicules. Donc voilà. Ok, super intéressant, merci. Oui. On va parler un peu de ton rapport aux autres. Oula. Pour toi, la question est très vague, comme ça tu peux répondre comme bon te semble. Pour toi, autrui occupe quelle place ? Mon rapport à autrui est très important. Je suis quelqu'un de très 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 extraverti. Alors, non, pas extraverti, social. Parce que j'ai aussi beaucoup de choses que je garde pour moi, beaucoup de choses que je montre pas, mais je suis quand même pas mal extravertie, soyons honnêtes, mais je suis surtout très 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 sociale. Je passe ma vie avec des gens. J'ai vécu une année seule dans un appart. Enfin, je faisais mes études à côté, mais je vivais en appart seule.
j'ai déprimé, c'est vraiment, ça ne me réussit pas du tout. La coloc me va beaucoup mieux. Mais même en étant en coloc, un soir sur deux, pas un soir sur deux, un soir sur trois, je vais être chez un pote ou un pote va être chez moi. Je vais être en permanence fourrée de ci, de là. À la sortie des cours, si on finit à 16h, à 18h, on est encore ensemble en train de papoter. Enfin, je vois des gens très, très souvent. Passer une journée seule, c'est très lourd pour moi. Compliqué, oui. Et donc, ouais, j'ai disons-le, j'ai beaucoup besoin de contact d'autrui. Mes potes le savent. Mes potes se refilent le bébé régulièrement. Genre, ils en peuvent plus, mais ils savent que moi, j'ai besoin du monde. Alors, tiens, vas-y, je te la refile. Pas mal. Garde alternée en fait. Ouais, ça, ouais. Sur les potes que je vois au quotidien, c'est clairement ça, c'est la garde alternée. Parfois, ils en ont marre. Ouais. Bon, après, certains, ils ont réussi à s'y faire maintenant. Mais voilà. Après, ça, c'est une forme de mon rapport à autrui. Je pense que là-dedans, ça inclut beaucoup de choses, comme tu disais. C'est une question super large. Il y a aussi mon rapport aux gens. En fait, ça, c'est mon rapport à mes proches que j'exprime plutôt là. Mais il y a aussi le rapport aux gens de manière générale. Et je pense que j'ai toujours été quelqu'un de plutôt très avenant. Je vais facilement discuter avec les gens. J'ai une pote qui est au contraire très introvertie, adorable, hein, mais très introvertie, qui me détestait parce qu'à chaque fois que je prenais le bus ou quoi, je trouvais un moyen de discuter avec des gens. Genre un jour, j'avais ma longboard sous le bras, un papy qui me dit « Oh, mais t'es une fille, tu fais du skate, c'est trop bien !» Et du coup, j'ai commencé à taper à la discute pour expliquer que c'était pas tout à fait un skate, c'est plus long, c'est une longboard, c'est pour faire de la grande route, machin. Voilà, je vais discuter très facilement, je pense que toute personne a quelque chose à apporter. Même si intellectuellement on la trouve débile, j'ai du mal à penser qu'il y ait vraiment des vrais débiles déjà. Et ensuite, même s'il y avait des vrais débiles, je pense qu'il y a quelque chose à apprendre de ça. Il y a toujours quelque chose chez quelqu'un, même une personne avec qui on n'a rien en commun, même des personnes qu'on pense vraiment, dont on pense totalement l'opposé, des personnes qui nous débectent par leur attitude, leur manière de penser. Je pense qu'on a toujours à apprendre et je peux discuter. Je pense que je suis clairement anarchiste ou au moins de gauche. Enfin, je suis un peu, je suis dans des cercles bobo gauchistes, tout ça, mais à peine. Mais ça m'arrive de taper à discuter avec une personne de droite, voire extrême droite, pour voir à quoi ça ressemble, parce que c'est rigolo. Ouais, puis ça t'ancre dans la réalité de... Ça me Sinon, sort aussi de mon cercle bobo voilà, gaucho qui est sinon, fermé. Mais dans n'importe quel sujet, ça te... C'est ça. C'est vite fait de se créer une petite bulle et de plus voir autre chose que ça. Hein. C'est ça. Du coup, ouais, ça fait un peu un retour à la réalité. Donc, ouais, il y a ça, puis il y a le fait que vraiment, je pense que chaque personne a une infinité de choses en elle. Et même une personne très, très curieuse, très, très attentive, avec une super mémoire, elle saura jamais tout, c'est sûr. Et c'est le grand dame de ma vie. Je pourrais jamais tout savoir. Et je pourrais jamais lire tous les livres du monde non plus. Alors ça, on parlait de mon adolescence tout à l'heure, ça a été une étape dans mon adolescence. Un jour, dans mon adolescence, j'ai compris que je ne pourrais, peu importe ce que je fais de ma vie, jamais je ne réussirai à lire tous les livres qui existent au monde. Parce qu'il en sort plus par jour que je ne peux en lire par semaine, du coup, laisse tomber, quoi. Et ça m'a rendu très triste le jour où je m'en suis rendu compte. Vraiment, genre, j'ai eu une journée de gros bad à cause de ça. Ouais. Voilà. Parce que moi, à l'inverse, je me dis que... Enfin, le fait de savoir que, justement, je ne pourrais pas tout savoir, ça me met en joie. Parce il y a toujours quelque chose à découvrir. Voilà, c'est ça. Oui, alors que si t'arrivais au bout, ça serait triste. Mais je rencontrerai jamais toutes les personnes du monde. Oui, ça par contre, je suis d'accord avec toi, c'est un peu triste. Voilà, mais c'est un peu dans la même tranche pour moi. C'est un livre a autant à nous en apprendre qu'un Jean. Même, je pense qu'un Jean a vachement plus à nous apprendre qu'un livre. Même une personne qu'on considère débile, sans connaissance ou autre. Et discuter avec les gens reste toujours la meilleure chose pour apprendre, pour comprendre, pour voir, pour savoir. Je trouve ça beau. L'humain est beau. Il est débile. Il fait de la merde, mais il est beau. C'est vrai. C'est ce qu'on fait. On fait beaucoup de merde quand même en ce moment, particulièrement, on le voit, hein, ça part en couille. Mais l'humain reste beau.
En tant qu'acteur, il est débile, mais en tant qu'être, il est magnifique et tellement divers. Je veux voir tout ça, je veux comprendre tout ça, Voilà. Je comprends tout à fait ce sentiment. Je veux tout voir tout le monde. Enfant, Mais- j'avais déjà ça. Hein. Enfant, je tapais à discuter. J'avais 7-8 ans, je tapais à discuter avec des adultes en mode tu fais quoi dans la vie? D'accord, et tu vis où? Et c'est comment? Je suis en train de penser à un truc un peu fou. Mais si un jour, parce que c'est dans ce genre de démarche-là que... C'est pour satisfaire ma curiosité des gens que je fais notamment ce concept-là. Et si un jour ça te tente de venir le faire avec moi ou d'en faire un, grave. ça peut être cool. C'est bien de me mettre de l'autre côté du micro. Et ouais, c'est aussi une expérience qui peut être super intéressante. C'est très chouette. Donc soit à deux, soit... Enfin, on voit, pourquoi pas? Ouais. Ça peut être marrant. Ouais. Ok. Est-ce que tu as ou tu as déjà eu une appréhension au contact du sexe opposé ou pas? Oui. Ou du genre opposé? Oui. Je l'évoquais, hein, je vis la rue Marseillaise à 2h du mat. J'ai vécu ça m'avait bien marqué cette fois-là. J'avais passé une soirée à me balader avec un pote. On s'en avait fait le tour du Vieux-Port, super beau et tout. De nuit, c'est trop chouette, il n'y a pas grand monde, c'est plutôt calme. Et je vais dans la Belle de Mai, qui n'est pas le quartier le plus réputé, le plus safe en soi. J'y ai vécu pendant 1 an et faut être sûr de soi, mais il n'y a pas de problème. Hein. C'est pas, voilà, je me suis pas fait tirer dessus, j'ai pas... voilà. Hein. Non, mais... voilà. Et on s'est laissé. Lui partait d'un côté, moi de l'autre. Et 100 mètres plus loin, je me suis fait suivre. Je me suis rendu compte qu'il y avait un gars qui me suivait. C'est-à-dire que quand en moins de 30 secondes, le gars est passé de 50 mètres à 2 mètres derrière moi, j'ai fait ouais, non, c'est bon, là, c'est glauque. Vraiment, j'en suis certaine, ce gars me suivait. J'en suis d'autant plus certaine que j'ai composé le numéro de mon pote. Il a décroché, je fais coucou, ça va? Il me fait bah ouais, enfin depuis 10 minutes, ça va. Il comprenait pas au début. Et j'ai pas voulu lui dire ouais, il y a un gars qui me suit parce que je sais pas comment le gars derrière peut réagir. Ouais. Faut savoir qu'à ce moment-là, ça faisait moins d'1 mois que j'étais arrivée sur Marseille, que j'étais sortie de ma vallée paumée en montagne et que donc je n'avais pas encore le réflexe de ce genre de truc. Enfin, moi, j'étais habituée à me balader avec un sac ouvert à côté de moi, à me laisser mon sac à 200 mètres de moi sans avoir à m'en préoccuper. Des choses pas imaginables à Marseille, quoi. Donc, il y a des choses auxquelles j'étais pas encore habituée, dont ça. Et du coup, ouais, j'ai appelé mon pote en lui disant... Non, mais c'est cool si tu vas bien et tout. Il me fait, non, mais toi, ça va? Je fais, oh ouais, t'inquiète, ça va et tout. Non, juste, je veux qu'on papote un peu. Et étant donné qu'on venait de passer la soirée à papoter, il a compris qu'il y avait un truc. Il fait, il y a quelque chose, et ouais, c'est ça et tout, mais t'inquiète, pas de problème. Et je des mines que je discutais. Et il a rapidement compris qu'il y avait un truc qui clochait, et voilà, il est resté au téléphone avec moi. Et le gars derrière, dans les 30 secondes après que mon pote ait décroché, que j'ai commencé à parler, il a disparu. Il me suivait plus du tout, ce qui me fait encore plus confirmer que ce gars me suivait, je ne sais pas pourquoi. Et je ne veux pas le savoir. Et mon pote, j'avais une petite demi-heure à pied pour rentrer chez moi. Ça faisait moins de 10 minutes que je marchais. Et quand le gars a disparu de mon champ de vision, je lui ai fait bon bah voilà, il y a un gars qui me suivait. Donc je t'ai appelé parce que je savais que tu répondrais vu que t'étais pas encore rentré chez toi. Je savais que t'étais réveillé même à 7h tardive. Il m'a fait ouais, t'inquiète, pas de soucis. Il est resté avec moi au téléphone jusqu'à ce que je rentre chez moi. Et cette fois-là, ouais, j'ai vraiment, vraiment eu peur au contact. Au non-contact, et heureusement, d'une personne du genre opposé. Après, des fois, il y a des mecs qui cherchent à m'impressionner ou des choses comme ça, enfin, à jouer les mâles dominants. Hein. Et le problème, c'est que je fais presque 1m80. Je sais jamais si je fais 1m75, 1m80, je suis entre les deux. Mais bon, je suis quand même grande. Je suis pas une nana toute frêle, toute fine. Et j'ai une grande gueule. Et donc, j'ai pas peur. Quand même un gars qui fait 1m90, 1m95, enfin... Mon père est très grand, j'ai grandi avec, avec un père qui faisait plus d'1m95, donc c'est pas un problème pour moi. Et je m'impose, je m'en fous, quoi. Je les envoie chier s'il faut. Donc j'ai jamais eu franchement peur, à part vraiment, je pense que cette fois-là, j'étais vraiment pas bien. Ça t'a retourné, ouais. Ça m'a retourné, ça m'a sorti clairement
ça m'a sorti de ma vallée paumée de montagne, et ça m'a fait dire, ok meuf, t'es à la ville, va falloir que tu choisisses. Ouais. Mais non, maintenant... j'en joue aussi maintenant, c'est-à-dire qu'il y a des fois, je vais avoir mon côté... je vais mettre une petite robe toute mignonne, toute jolie et tout, et un gars qui va me faire chier dans la rue, je vais lui parler pas avec une grosse voix, mais avec mes mots un peu bourrins, et je vais lui faire comprendre qu'il faut pas qu'il me fasse chier. Ou parfois, à l'inverse, je vais sortir avec une paire de Rangers, un jean, un t-shirt noir et ma veste militaire, j'ai les cheveux rasés sur les côtés, donc j'ai un air un peu grunge quand je fais ça, et me retrouver face à un gars qui... Parfois, je me dis, mais ils doivent pas tenir la vie, parce que quand je suis d'humeur vénère, ça se voit, ça transpire par tous mes pores, et le premier qui me fait chier, généralement, je me retourne, je l'incendie. C'est pas forcément la meilleure, la plus pédagogue, mais dans ces moments-là, il y a plein d'autres moments où je suis pédagogue, dans ces moments-là, non. Et je me dis, des fois, ils doivent pas tenir la vie, parce qu'en me voyant déjà un peu grunge comme ça, venir me faire chier, déjà, t'as du courage. Et quand parfois, je commence à lui dire, non, gars, j'ai pas envie de t'incendier, du coup, reste loin de moi, s'il te plaît, et qu'ils insistent, je me dis, non, ils doivent pas tenir beaucoup à eux-mêmes. Mais donc, ouais, non, j'ai pas spécialement peur des... Ok. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir cette appréhension-là avec quelqu'un du genre féminin? Non, pas plus. Enfin, pas du fait que ce soit du... Enfin, c'était pas pareil pour... Non, c'était pas pareil. Non, mais pas du fait que la nana soit du même genre que moi. Ouais, ok. Après, bien sûr, j'ai des appréhensions face à des gens, mais c'est plus Oui, mais c'est... des gens en tant que gens. Oui, voilà, ok, d'accord. Pas en tant qu'homme ou en tant que femme. Ce que je citais là, c'est vrai que c'est mes moments où j'ai des relations tendues avec des personnes du genre masculin. Parce qu'ils sont du genre masculin, clairement. Oui. Mais après, j'ai pas eu... Si, quand j'y pense, j'ai cette aventure-là aussi. J'ai eu le droit au frotteur, pas dans le métro, mais dans le tram. J'ai eu un moment où j'étais pas bien. Quand, il aurait très bien pu se tenir à la barre, mais bon, le tram bondé, machin et tout, il aurait très bien pu se tenir à la barre, il se tenait clairement pas à la barre. Et il était vraiment contre moi, je le sentais vraiment, et ça me... Au début, j'étais pas bien, et j'ai enfin compris pourquoi toutes ces nanas qui disaient « Ouais, j'ose pas réagir quand on me fait ça et tout », moi qui suis une grande gueule, je me disais « Bah non, vas-y, juste tu lui dis », et à ce moment-là, effectivement, j'ai vraiment de « Ouais, je dis quoi ?» Et les gens, si je dis quelque chose, ils vont en penser quoi ? Et j'ai juste... Donc j'ai eu ce moment où j'étais pas bien, et puis rapidement, j'ai fait « Excuse-moi, tu peux te tenir à la barre, s'il te plaît ? Parce qu'en fait, je suis pas là pour que tu te tiennes à moi. » Et il se tenait même pas avec ses mains, enfin il s'appuyait contre moi, son corps s'appuyait contre moi, je crois même qu'il avait une érection, mais je suis pas sûre. Et ouais, c'était très malaisant, très très malaisant. Et ouais, donc je lui ai dit, ouais, tiens-toi à la barre, t'as la barre juste à côté en plus, enfin c'est pas comme si la barre était loin ou quoi, non, vraiment, la barre était au niveau de son épaule, quoi. Ah, donc voilà. Et quand je lui ai dit ça, il a un peu continué, un peu mine de rien et tout, et j'ai croisé le regard d'une nana en face, c'était une nana dans la cinquantaine qui m'a regardé un peu bizarrement. Je sais pas trop ce qu'elle pensait, je ne sais toujours pas, ça me perturbe beaucoup. Je sais pas si elle me jugeait, si elle m'admirait, c'est parce que j'avais réussi à répondre, j'en sais rien. C'était un peu bizarre. Et donc le gars a un peu continué, donc je lui ai redit, juste gars, si on n'a pas été clair, t'appuies pas contre moi en fait, j'ai pas envie, la barre elle est là, tu te tiens à la barre. Parce qu'actuellement en fait, actuellement si je veux, j'appelle les flics et je dis que c'est une agression sexuelle, en fait, ce que t'es en train de faire, parce que je sens ton corps contre moi, je t'ai dit que je voulais pas, donc le tram est bondé, certes, mais si tu veux, je me frotte pas à qui que ce soit. Ça lui a pas plu, il a tiré une tronche un peu chelou, mais il s'est tenu à la barre après sur le reste du trajet. Et ouais, cette fois-là, j'ai eu une appréhension. Ça vient de me revenir en tête, là. D'accord. Donc voilà. Et il a pas été virulent ou quoi ? Non, il a pas été virulent, mais en même temps, il était un peu plus petit que moi, déjà, ça... Ça calme un peu. Quand je te regarde de haut et que je te dis tu me lâches et tu prends la barre, tu prends la barre et tu me fais pas chier. Mais non, puis le tram étant bondé, malgré tout, étant donné que j'avais parlé à voix haute, parce que c'est la base dans ce genre de cas, c'est parler fort parce qu'on t'entend dire ce que t'es en train de faire me plaît pas, tu es collé contre moi et ça ne me plaît pas. Légalement, tout le monde le sait. À partir du moment où j'ai dit ça, c'est lui qui est en tort. Donc, je pense que s'il avait été virulent, j'aurais pas été seule, malgré tout. Je pense que là, s'il y avait une réaction, moi j'avais passé le cap de j'ai peur. Donc j'en étais au cap où c'est bon, je parle, y a pas de problème. Et puis je suis une grande gueule, donc je parle fort, t'inquiète, c'est pas un problème. Et si j'avais dû gueuler à travers le tram, gueuler en disant « Excusez-moi, cet homme est en train de frotter son pénis contre ma cuisse !»
Je pense qu'il y aurait des gens qui se seraient retournés si j'avais appelé, voire même je pense que j'aurais demandé à quelqu'un, un mec quelque part, j'aurais fait excusez-moi monsieur, vous pouvez m'aider parce qu'en fait cet homme frotte son pénis contre ma cuisse. Je pense que ça aurait marché et il m'aurait laissé tranquille. Ouais. Donc non, il est pas cherché plus loin et il avait pas intérêt à chercher plus loin. Wow, heureusement. Ouais. Et donc ce n'est pas une légende. Non, bien sûr que non. Non, bien sûr que non, mais il y a des gens qui pensent que c'est pas vrai, qu'on se l'invente. Hein. Waouh. Ouais. Ceci étant, ça surprend des gens parce que les trams et les métros sont pas très souvent très bondés à Marseille. Et puis surtout, moi, je prends jamais dans ces horaires où ils sont bondés. Là, c'est juste que c'était jour de grève, c'était un peu le bordel, donc voilà. Et en fait, j'allais chez un pote, je suis arrivée chez lui. Il vit chez ses parents, je connais très bien ses parents, c'est des gens très cool aussi. Et ils me font ah, ça va, je fais oh ouais, bah, j'ai eu le droit à mon premier frotteur de transport en commun aujourd'hui, première fois de ma vie, c'est amusant. Et ses parents étaient choqués, lui aussi, forcément. Et je leur dis non mais vous en faites pas, je vais bien, je leur explique la situation, ce qui s'est passé et tout. Et mon pote m'a fait ouais, c'est bon, je te reconnais bien. Mais ça leur a tous fait bizarre parce que autant c'est un truc qui est courant, on le sait, ça arrive beaucoup à Paris. Enfin, on entend beaucoup dans le métro parisien et tout. Et Marseille, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup entendu vrai. en fait. Ouais, moi non plus. Mais c'est vrai que les métros et trams le tram est très rarement bondé. Enfin, moi j'ai jamais franchement vu bondé. Oui, ça laisse moins d'occasion. Voilà. C'est à part cette fois-là, j'ai jamais pris le tram bondé. Le métro, ça m'est arrivé, mais ça dure jamais très longtemps. J'ai le problème que je suis dans le coin de Saint-Charles et Saint-Charles étant le gros pôle. Parce que gare routière, gare ferroviaire, transport aéroport, machin. Donc il y a souvent du monde qui descend, qui monte à Saint-Charles, c'est un gros pôle, donc ça arrive qu'il y a un peu du monde mais c'est une courte période de temps généralement. Donc ouais, non, c'est pas un truc qui arrive souvent. Moi, c'est pas un truc que j'ai entendu souvent dans mon entourage, même des personnes qui prennent souvent le métro pour venir ou quoi. Mais là, ça m'est arrivé, ça m'a fait bizarre, et après, je sais pas, il y a quelque chose en moi qui a fait hey, ça y est, t'as eu cette expérience-là, tu peux en parler, tu sais de quoi il est question, vraiment. Et tu comprends, et surtout, j'ai compris quelque chose ce jour-là, et j'aime comprendre des choses. On en revient à ça. Et est-ce que tu as une différence de communication selon les genres ou pas? Si tu ne l'as jamais remarqué, c'est peut-être que non. Ouais, c'est ça. Je sais pas si je l'ai jamais remarqué. Je pense qu'il y a toujours quelque chose. J'oublie pas que je suis quand même dans une société hétéronormée, donc très souvent, c'est une question que je me pose parce que je sais que je pourrais ne pas le voir parfois. Je me dis, ok, est-ce que ce mec est potentiellement en train de me draguer? C'est pas que je me dis qu'il pourrait me draguer, c'est juste je me pose la question pour être sûre de me l'être posée, et histoire d'éviter un quiproquo, une situation de merde. Donc ça, mais sinon en vrai non. Après je traîne beaucoup plus avec des mecs qu'avec des meufs, je ne sais pas pour quelle raison. J'ai jamais été la nana très féminine qui parle de maquillage, de machin. Je pense que je peux être très féminine, j'adore porter des jupes, j'adore porter des robes. Je me maquille une fois de temps en temps, ça me pète, j'aime bien prendre soin de moi, des trucs comme ça, mais voilà, j'ai jamais été dans les clichés de la féminité, j'ai jamais été la fille girly, j'ai jamais été fan de rose, j'ai toujours détesté le rose. Je sais pas, je déteste le rose, non, je déteste le jaune, mais le rose non, mais j'ai pas d'attrait particulier pour le rose. Okay. J'ai quasiment jamais eu de fringues roses en vrai. Voilà, donc j'ai jamais été dans ces clichés de féminité qui, à l'adolescence, beaucoup de filles se raccrochaient à ça, elles se retrouvaient en groupe girly, machin et tout. Donc voilà, et moi non, j'ai toujours plus été du genre à traîner avec des mecs. Maintenant, je traîne majoritairement avec des gars. Et mes amis de confiance sont plutôt des mecs, les personnes avec qui je traîne beaucoup, avec qui je passe beaucoup de temps. Il y a plusieurs meufs, mais je pense que là où on compte une dizaine de mecs, on compte une ou deux meufs max. Parmi les gens dont je peux dire c'est vraiment des amis, avec qui je traîne vraiment, avec qui je passe du temps, beaucoup, c'est vraiment ça. Donc ça, je ne sais pas pourquoi, précisément parce que maintenant ça s'équilibre un peu plus, surtout qu'on a une licence un peu alternative, où justement on remet beaucoup en question la société, et c'est un peu le but premier de notre licence en fait, c'est comme ça qu'elle a été construite, et c'est donc les personnes qui y sont ont aussi un peu cette idée là, donc on déconstruit beaucoup de choses, on est plutôt du genre très tolérant aussi, et c'est très chouette, et du coup dans ce cercle là qui est quand même le gros de ma vie, le gros de ma vie
en ce moment, enfin moins avec le confinement et là les vacances d'été, mais ça reste quand même ma vie de ces années-là. Je suis dans un univers qui a priori devrait être plutôt ouvert mec meuf. Enfin, il y a des meufs qui sont comme moi, un peu cache pistache et décomplexées, féministes et ce genre de choses. Et pourtant, je traîne quand même beaucoup plus avec des mecs. Je ne sais pas pour quelle raison. Ok. Voilà. Mais après, j'ai jamais ressenti plus, à part ça, de particularité à parler avec un mec ou avec une meuf, si ce n'est que c'est pas forcément les mêmes sujets qui sont abordés. Voilà, je sais que parler règles avec une meuf, c'est quand même pas de la même façon que tu vas parler avec un mec. Voilà, mais c'est-à-dire qu'une nana, quand je lui dis, quand on parle de ah bah moi j'utilise la cup et tout, ah bah du coup tu la stérilises comment, ah bah moi j'utilise stérilisateur, ah bah moi je préfère le faire, à la casserole. Oui, c'est comme un mec à côté il va se... avec quelqu'un qui fait de l'équitation, voilà. ou parler d'équitation avec quelqu'un qui n'en fait pas du tout. C'est ça. Donc là-dessus il y a une différence, mais bon du coup c'est plus une différence physiologique que de genre, et c'est donc une différence de sexe. Voilà. Et donc pas de genre. Clairement pas. Mais du coup, il y a quand même, étant donné que la grosse majorité des gens sont cis, généralement, c'est donc avec des meufs que je vais parler librement de... Putain, j'ai les règles, ça me fait chier. Mes colocs sont habitués maintenant. J'ai 2 colocs mecs. J'ai quitté mon appart, mais mes 2 colocs mecs étaient habitués à ça. Ils me voyaient parfois... en début de cycle, quand c'était un peu douloureux, avec ma bouillotte, je me souviendrai toujours cette fois où, une semaine avant, j'avais parlé avec mon coloc et la meilleure amie de mon coloc, on avait parlé règles, et on lui avait un peu expliqué pas mal de choses autour de ça, on lui avait parlé sexualité pendant les règles et tout, on lui avait fait une bonne course d'initiation, et une semaine après, je me retrouvais avec mes règles, et j'étais donc dans le canapé avec une série sur mon PC, un plaid, avec mes doudous avec moi, et une bouillotte. Et mon coloc est rentré, il m'a vu, il m'a fait « Oh, choupinette, ça va ?» Je fais « Bah ouais, t'inquiète, je commence à être habituée. » Et première chose qu'il m'a dit, parce qu'on l'avait évoqué une semaine avant, il m'a regardé, il m'a fait « Tu veux du chocolat ?» Trop mignon. Et c'était extrêmement cute. Ah bah voilà. Bien sûr. Cette anecdote est notable. Voilà. Elle est très mignonne. Oui. Et il est adorable. Ça, bon, j'avais déjà du chocolat, mais il pouvait pas le savoir. Oh non, c'est trop mignon. Mm-hmm. Ok, bon, bah, du coup, on va peut-être plus parler des genres en eux-mêmes. L'égalité des sexes, pour toi, ça consisterait en quoi ? Alors, égalité des sexes ou égalité des genres ? Bah, les deux sont intéressants. On peut tendre à une égalité des genres. Rappelons-le que genre et sexe ne sont pas la même chose. Non, clairement. Non, genre c'est la construction sociale homme-femme sur des différences non biologiques. Oui, là où le sexe, c'est les attributs que l'on a physiquement, biologiquement. Ouais, voilà. À la naissance et plus tard. Et plus tard. Ça englobe les organes génitaux, mais ça englobe aussi beaucoup d'autres choses. Oui, complètement. Il y a bien sûr les organes génitaux, pénis, vulve, mais il y a aussi les cycles hormonaux, il y a beaucoup de choses qui sont impliquées là-dedans. Et justement, du coup, là où je pense qu'on peut tendre à une égalité des genres, indéniablement, parce que les gens ont tendance à être de plus en plus fluides, que la barrière est en train de se percer petit à petit. C'est très cool. Ça permet à des personnes trans d'être bien. Par exemple, ça permet aussi à ce que si on n'a pas envie de se genrer, on se genre pas. Voilà. Donc, ça, étant donné que, justement, le genre n'est pas caractérisé par une différence biologique, je pense qu'on peut arriver clairement à une égalité des genres. Parce que le genre étant une construction sociale, c'est-à-dire qu'on peut aussi arriver à une égalité entre les personnes qui portent des chemises et les personnes qui portent des t-shirts. Parce que c'est le même genre de construction sociale. Qu'est-ce qui empêcherait une personne genre et femme de faire de la mécanique plus qu'un mec ? Rien, absolument rien. Donc clairement une égalité des genres, c'est totalement possible. Je sais pas si on va y arriver. Il y a des chances qu'on n'y arrive pas. Mais est-ce que le plus important c'est d'y arriver
ou d'être dans la démarche de le faire. Faut être dans la démarche, c'est indéniable. On n'y est pas encore, hein, clairement, même si le gouvernement essaie de nous faire croire qu'ils essaient, c'est même pas vrai. On a des illusions parfois où ils nous font dire non mais si, je vous jure, là on a mis une femme à la tête de ce truc là. Le problème c'est qu'après les articles qui sortent ils disent une femme a été oui, j'ai vu sur Facebook t'as publié un truc comme ça m'a en fait j'avais jamais remarqué, mais en soi mais c'est très souvent donc c'est très souvent le cas. Pour expliquer très souvent dans des articles on va dire une femme a été nommée PDG de Air France. Une femme va même pas citer son nom. Le pire que j'ai pu voir, mais à plusieurs reprises même, c'est une femme noire nommée quelque chose. Et juste, elle s'appelle comme ça et donner son nom. Voilà, genre, on dira machin jamais a été noté. Un homme, machin, voilà. Machin. On et dira ceci son étant, nom. En fait, ça se veut de souligner le fait que c'est bien, c'est une femme, enfin, c'est une noire, c'est bien, enfin, machin. Ça montre que ça évolue et tout. Mais ça, à la limite, on peut le mettre dans l'article, on n'est pas obligé de le mettre dans le titre. On peut le mettre en titre, j'en sais rien, moi, Elisabeth Dupont a été nommée PDG d'Air France. L'article dit ce qu'il a à dire. Elisabeth Dupont est nommée PDG d'Air France. Sauf qu'il y a un article à développer derrière, et dans l'article qu'on développe derrière, on peut très bien dire effectivement, c'est une avancée, étant donné qu'aucune femme n'avait jamais été nommée PDG à Air France. Je cite ça totalement au hasard, hein, je ne dis pas qu'Elisabeth Dupont a été... Comment c'est formulé dans les films, ils disent que toute ressemblance avec la réalité est totalement fortuite ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, je dis des trucs au pif, mais voilà, ils peuvent le dire dans l'article que ça représente une avancée, machin, mais le dire dans le titre, c'est totalement déshumanisant, c'est juste une femme. Et du coup, suite à ça, je ne sais pas l'initiative de qui, mais j'admire la personne qui a fait ça, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas qui c'est, mais je l'aime déjà beaucoup. Qui a donc fait une page Wikipédia pour une femme. Donc la page Wikipédia cite une femme. Et qu'est-ce qu'a fait une femme ? Et donc c'est pour toutes ces fois où on a parlé de une femme a été nommée PDG de machin, a été élue présidente de trucs, une femme a secouru quelqu'un en montagne. Toutes ces fois où on a mis une femme à la place de mettre le nom sont recensées en disant voilà, une femme, elle est née en telle année et telle année et telle année et telle année, avec plein de dates de personnes de femmes qui ont marqué comme ça. Et enfin tout l'article Wikipédia est construit là-dessus. C'est bien fait. Ouais, je trouve ça trop cool. Trop je bien. sais plus pourquoi on en est arrivé à ça. Parce que... On parlait de quoi ? Oui, on parlait de l'égalité des genres. Ah oui, c'est ça. Donc oui, on peut arriver à une égalité des genres. Ce serait bien d'y tendre, ce serait un bon début. Mais pour l'instant, des cercles y tendent, des communautés. À l'échelle internationale, c'est le bordel. Donc on va se dire à l'échelle nationale, on va se concentrer là-dessus, ça sera déjà bien. On en est encore loin d'y tendre. On fait semblant d'y tendre. On fait semblant de l'essayer. Enfin, pas moi. Moi, je pense que j'essaie vraiment, pour ma part. Mais on nous fait croire que des gens essaient vraiment de tendre vers ça, mais je suis à peu près sûre que c'est pas le cas. Pas encore. Mais vu comment ça bouge après en dessous, c'est-à-dire que bon... Ouais, au niveau des citoyens, je trouve qu'on est beaucoup, au moins, à être intéressé par la question. C'est ça. À au moins se poser la question, et c'est le premier pas. C'est déjà un pas énorme. Après, le problème, c'est qu'on... Oui. J'allais dire, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais de toute façon, la curiosité, c'est toujours le premier pas vers un changement. Mais ouais. Et après, le problème, c'est on oublie de plus en plus qu'on est en démocratie, démos, kratos. Démos, le peuple, kratos, le pouvoir au peuple, c'est-à-dire que le peuple a le pouvoir et le peuple choisit une personne qui va exprimer ce pouvoir. Notre cher président de la République ainsi que tout son gouvernement n'est pas censé être notre chef. Il est censé être là par nous, pour nous. Quand je dis nous, j'entends nous, citoyens de la France, citoyens français. Et le problème, c'est que du coup, on se retrouve là... bon, c'est un problème, après, c'est un problème sociétal, politique, et j'exprime ouvertement une opinion politique, mais bon... tout je ne prendrai pas parti, mais... Non, mais tout est politique, donc à un moment, on est bien obligé. Et on se retrouve avec une
une personne, là, on le voit clairement, dans le gouvernement, il y a très peu d'efforts qui sont faits pour tendre vers une égalité homme-femme. Là où dans le peuple, ça bouge. Donc il y a bien un problème quelque part. Mais si ça peut bouger dans le peuple, ça finira par bouger au gouvernement, ou alors le gouvernement finira par se péter la gueule, ou par se faire péter la gueule. Ça a peut-être déjà commencé. Mais voilà. C'est... Donc ça, c'est sûr que je pense qu'on y tend d'une manière ou d'une autre, parce que dans tous les cas, on peut pas foutre une muselière à 50% de la population. Non. Pour une éternité. Ça fait déjà très longtemps que ça dure. Ça peut pas être infini. C'est-à-dire que quand le 50% en question se rend compte et se réveille, ce qui est arrivé, ce qui a commencé à arriver dans les années 60, ce qui se poursuit de plus en plus, ce qui avec MeToo a pris une ampleur considérable et récemment, la dernière décennie a pas mal explosé, je pense que voilà. Il y a la moitié de la population qui est en train de dire ouais, mais non, en fait, je suis pas d'accord. Et on peut faire semblant, on peut pendant longtemps l'oppresser sans qu'elle se rende compte, mais forcément au bout d'un moment ça marche plus, c'est ce qui est en train d'arriver, ça ne marche plus. Maintenant que ça ne marche plus, il y a des personnes qui comprennent, il y a des personnes qui ne comprennent pas, et il y a des personnes qui refusent de comprendre. Et les personnes qui ne comprennent pas, c'est juste une histoire de temps. C'est-à-dire que soit elles meurent, parce qu'on meurt tous un jour, soit elles changent d'idée au bout d'un moment, c'est obligé, parce qu'on peut pas être débile au point de ne jamais comprendre un phénomène d'ampleur internationale. Et les personnes qui refusent de comprendre, à un moment elles n'auront plus le choix, elles seront en minorité aussi, donc c'est obligé qu'on y tende, quoi qu'il arrive, parce que la moitié de la population est touchée, alors forcément à un moment ça va péter, quoi. Ou pas d'ailleurs, ce serait bien que ça pète pas et que ça se passe en douceur, mais je pense qu'il y aura forcément des moments où ça devra passer en force. Et oui, on verra bien. Voilà. Mais si je peux mettre une nuance à ça, on parlait bien de genre et pas de sexe, là où l'égalité des sexes est selon moi impossible. Pas parfaitement en tout cas, parce que les deux sexes ne fonctionnent pas. Les deux sexes, si on considère qu'il n'y en a que deux, c'est un débat qui reste ouvert, j'ai pas encore d'opinion là-dessus, donc je l'exprimerai pas, mais l'égalité des sexes sera pas possible à 100%. Là où l'égalité des gens est possible à 100%, l'égalité des sexes non. Pourquoi ? Parce que je peux toujours pas pisser debout, putain. Oui, c'est vrai. C'est Guédré qui chantait ça. J'aimerais pouvoir pisser debout. La chanson s'appelle Pisser debout, je crois. C'est ça. Excellent. Je conseille vivement. Tu m'enverras le lien, je le mettrai au-dessous de la vidéo. Mais dans la série chanson, on a commencé par Il y a de la joie. Ben voilà, parfait. J'aimerais pouvoir pisser debout. Mais Guédré. Très bonne référence. Très bonne référence, selon moi. Ok. Et à ton avis, selon toi, une division par genre est cohérente, du coup ? Non, oui, peut-être. Est-ce que c'est cohérent de classer par chemise, t-shirt ? On est d'accord. Voilà. C'est que ça reste le même, exactement la même chose. Si le genre est une construction sociale, je pense que si le genre existe, c'est qu'il est important qu'il existe. Parce que, oui, il a clairement une signification, il a un rôle dans la manière dont on se sent, dans la manière aussi dont on se côtoie indéniablement, notamment par rapport aux relations affectives et amoureuses qui, on pourra jamais le nier, rythment énormément la vie humaine. Parce que bon, l'être humain est quand même un animal à la base et qu'on est quand même conçu pour se reproduire à la base. Et que le but premier de la plupart des animaux, c'est de perdurer dans leur être. Et perdurer dans leur être, c'est en survivant ou en se reproduisant. On est conçu pour ça, donc à un moment, faut pas le nier. Donc, il y aura toujours ce côté-là. Après, ça, du coup, c'est valable pour les parades amoureuses. C'est tout. C'est tout, c'est-à-dire que classer chemise t-shirt, c'est valable dans la praticité de l'activité sportive. C'est plus pratique de porter un t-shirt quand on fait du sport et de porter une chemise quand on est dans un bureau. Oui, c'est comme un filtre dont tu te servirais selon le contexte. Selon le contexte, mais du coup, est-ce que si on pose la question de quelle de ces deux personnes est la plus apte à lasser ses chaussures, elle a une chemise ou elle a un t-shirt,
peu importe, on s'en fout, c'est pas le contexte, on s'en branle. Mm. C'est pareil pour les on s'en claque la chatte. J'offre cette Merveilleuse expression à expression. toutes les personnes qui écouteront. Parce que claque la chatte, ça reste une de mes expressions préférées à l'alternative de on s'en bat les couilles. Et donc c'est un peu pareil pour le genre, c'est-à-dire qu'au boulot, Ça n'a rien je à suis faire une là, meuf, ouais. je suis un mec, on s'en claque la chatte, ou on s'en bat les couilles selon qui, selon qui quoi. Mais ouais, c'est pas parce que je suis une meuf que je vais être plus ou moins compétente, c'est pas parce que je suis une meuf que je vais finir secrétaire. Euh, c'est... Ça n'a pas lieu d'être dans ces endroits-là en fait. C'est pas une séparation qui a lieu d'être dans ces endroits-là. Oui, dans la parade amoureuse, oui. Amoureuse ou sexuelle ou tout ça, ok, très bien. Mais dans tout le reste, absolument pas. C'est si je me mets à la terrasse d'un bar et que je commande une bière et que la personne avec qui je suis est un mec et donc un genré mec et commande un thé, je veux pas qu'on me donne le thé, qu'on lui donne la bière. Ouais. Alors que c'est un truc qui arrive souvent, mais ça n'a rien à faire ici. Si je veux boire une bière parce que j'aime la bière, je bois ma bière. Me fais pas chier. C'est pas parce que t'es un serveur que tu vas décider que parce que je suis une meuf, je vais boire un thé, tu vois. Bon, en l'occurrence, oui, parce que je bois pas de bière, parce que je bois pas d'alcool, mais... Je voilà. sais que ça m'a fait penser à ça et je trouve ça très cool. En fait, mon prof d'anglais au lycée, il m'avait raconté que... on sait tous que le thé là-bas, c'est la base, tu vois. Mais il m'avait raconté, il avait vécu plusieurs années là-bas et ça lui avait fait bizarre au début parce que même les mecs ultra virils, genre les ouvriers taillés comme des blocs ou des frigos, enfin bref. Et il prenait le thé, ouais, et ça posait aucun souci à personne. Alors je trouve ça assez drôle. serait vraiment chelou. Ouais. Mais c'est dommage parce qu'en soi, on s'en fiche, c'est pareil, ouais. ça n'a rien à faire avec le genre, quoi. Alors, lien dans ma tête, ça me rappelle un truc aussi. Mon prof d'anglais au lycée aussi, dans la section qu'est-ce que le genre va foutre là-dedans. Et je crois qu'on a eu le même prof d'anglais en plus. C'est possible, c'est possible. Il me semble. Qui nous expliquait l'accent français perçu par les anglophones. Qui nous disait chez une meuf, ça va être perçu comme sexy et sensuel. Chez un mec, ça va être rigolo, amusant, séducteur, mais voilà. Chez une meuf, c'est vraiment sexy. Il y a un côté très sexuel. Pourquoi Waouh. Voilà. Je savais pas. Et c'est un truc que j'ai expérimenté depuis. Ah ouais. Ouais. Mon grand frère a vécu en Écosse. Bon, en Écosse, moins, mais l'Écosse et l'Angleterre sont très, très disparates dans l'état d'esprit. Mais en Angleterre, on l'a constaté avec mon frère, on s'est amusé à l'observer du coup, à le chercher, à le titiller là-dessus, ouais. Ok. Et ouais, c'est un truc qui se confirme dans l'attitude des gens, c'est que l'accent français chez une meuf va vraiment va avoir quelque chose de sexy. En gros, pour pousser le cliché, c'est une meuf dans un porno qui peut avoir un accent français parce que, au même titre qu'elle peut porter des jartelles, alors qu'un mec, ça va être plus de côté un peu séducteur, on trouve ça chaud, machin, on trouve ça agréable, on trouve ça beau, mais chez une meuf, c'est pas juste qu'on trouve ça beau, c'est qu'on trouve ça vraiment sexy. D'accord. Ouais, c'est vraiment un truc que j'ai... Donc c'est mon prof de lycée qui nous l'avait un peu expliqué, et que j'ai... du coup, j'ai cherché depuis. Wow. Et qui apparaît vraiment. J'en ai discuté aussi, le monde fabuleux d'Internet permettant ça, de discuter avec des gens qui sont à l'autre bout du monde. Et dans des cadres où je savais que c'était le genre de discussion qui pouvait être faite en étant safe. Et des gens qui disaient, ouais, effectivement, c'est vraiment ça. Des anglophones qui le confirmaient. C'était pas juste mon observation avec peut-être le biais du fait qu'on m'ait appris ça un jour. Ouais, ok. Et du coup, ouais, c'est rigolo. Intéressant à savoir. Ouais. C'est, On va plus ou moins finir sur cette question avant de passer à un petit bilan récapitulatif. Pour toi, à quoi renvoie le terme féminisme ? Intéressant. J'ai un problème avec le féminisme. Je pense que techniquement,
on devrait tous l'être. Il n'y a pas de raison que... Alors, pour les meufs, j'ai encore du mal à être patiente avec les meufs qui rejettent le féminisme et qui crachent dessus. Pour les mecs, je peux comprendre un peu, mais comme dans ma tête, on devrait tous penser aux autres, parce que c'est comme ça que le monde fonctionnerait bien. Ils devraient percevoir que déjà, il y a la moitié de la population qui est en souffrance à cause de ça, à cause du patriarcat et de la phallocratie. Et déjà, ils devraient le percevoir, ils devraient le comprendre, et donc, même pas lutter avec nous, parce que si tout le monde le comprenait, tout irait bien. Donc je pense que ça devrait être plutôt une norme. Je pense qu'on va y tendre aussi, hein, clairement. Mais du coup, le terme de féminisme renvoie du coup à la femme. Et le problème, c'est que ça touche pas que la femme. J'ai un peu le problème... je suis très impliquée dans le féminisme, dans tout ça, toujours la même raison. Je suis une grande gueule, j'ai de l'assurance et je sais où sont mes idées, donc voilà. Mais j'ai toujours de la peine à rencontrer des personnes, des femmes qui sont féministes, qui vont rejeter les alliés hommes cis en jugeant qu'ils n'ont rien à y foutre. Ou encore pire, ce qu'on appelle les TERF. Ce sont des féministes qui rejettent les femmes trans. Et oui, voilà. Je savais même pas que ça existait, tu vois. Ouais, bah alors il y a eu... alors, on va pas rentrer dans ce truc-là, c'est mon grand deuil en ce moment, je suis une grande fan d'Harry Potter et J.K. Rowling a créé un gros problème. Oui, grosse polémique récemment. J'ai vu ça. Ça me fait un peu de peine parce que je reste très fan de son œuvre et tout ça. Et du coup, doit-on séparer l'œuvre de l'artiste ? Ok, on va pas ouvrir ce sujet-là, mais voilà. Et plus ça va, plus J.K. Rowling est supposée être une TERF, c'est-à-dire c'est des féministes qui considèrent que les femmes trans, il y a souvent le sujet de les femmes trans sont pas vraiment des femmes, les femmes trans ont pas le même parcours que les femmes cis, du coup parce qu'elles ont pas les mêmes galères, elles ont pas vécu les mêmes trucs, là enfin c'était des mecs. Bah, bien sûr, c'est très simple pour une femme trans la vie. Ah oui, non mais même qu'une femme qui soit née femme et une autre femme qui soit née femme, et si elles viennent de deux milieux différents, elles n'auront pas le même parcours non plus, c'est pareil. C'est ça. Donc c'est très absurde, et enfin, voilà. Et donc il y a ça, mais il va y avoir aussi des féministes qui vont progressivement se mettre à cracher sur n'importe quel homme cis, même juste un homme cis qui veut juste aider, et voilà. Et je trouve ça con. Je trouve ça con parce que déjà, refuser un allié, c'est débile. Même si c'est un homme cis, en fait. Hein, et d'autant plus, c'est con, mais actuellement, c'est les hommes cis qui ont le pouvoir, on peut pas le nier. Et refuser l'aide d'un homme cis, mais tu refuses l'aide qui peut être la plus utile. Alors je sais qu'on peut se dire, oui, mais on veut pas qu'il le fasse pour nous, c'est nous qui devons le faire parce qu'on est des femmes, on sait le faire, on n'a pas besoin d'eux pour le faire à notre place. Ok. Mais ce gars, il dit juste, je suis d'accord avec toi et je veux moi aussi que le monde change dans le même sens que toi, donc pourquoi le rejeter ? C'est débile. Enfin, moi, je trouve ça débile. Et en plus de ça, c'est à cet endroit-là que le féminisme me pose problème. Ça m'arrive souvent beaucoup plus sur Internet que dans la vraie vie, parce que sur Internet, les gens se permettent très facilement parfois une publication qui me pose problème parce que très agressif, très sexiste ou des choses comme ça, et tu mets un petit message en mode les gars, c'est pas ouf quoi. Et surtout, j'essaie d'être pédagogue, je sais que j'en suis capable, donc je le fais très souvent, ça marche régulièrement, et des fois ça marche pas du tout, et la personne en dessous va te mettre un ouais, mais je suis sûre. Tu mets juste un petit message gentil, tout mignon, qui dit bah les gars, c'est pas très cool, et en face ils vont te répondre ouais, mais je suis sûre, t'es une sale féministe de merde, et je leur réponds souvent, je suis pas féministe, je suis anti-phallocrate. Alors, j'aime pas rejeter le féminisme comme ça parce que ouais, c'est mes sœurs aussi, les féministes, y a pas à dire. Mais c'est juste que je pense que le terme anti-phallocrate rejoint beaucoup plus cette idée-là. J'en verrais bien à la chanson Kid d'Edith de Pretto, qui est très chouette. Oh, elle est incroyable. Elle est incroyable. Edith Pretto qui chante donc dans cette musique... Elle commence par tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps sculpté, etc., etc. Je pourrais la chanter, je la connais par cœur. Elle est magnifique parce qu'elle exprime justement ça, le fait qu'il n'y a pas que les meufs qui douillent dans cette histoire. J'ai un ami qui refuse totalement de se connecter à ses émotions.
je pense sincèrement que c'est parce qu'on lui a inculqué ça. Oui, parce que ça, c'est c'est un un mec et apprentissage. qu'il doit pas pleurer. Ça le fait beaucoup souffrir, indéniablement. Il gère super mal ses émotions et c'est un bordel sans nom. Et pourquoi ? Parce qu'on lui a pas appris à gérer ses émotions. Pourquoi ? Parce qu'un homme, doit être fort, c'est viril, tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune larme. Vraiment, je conseille cette musique qui fait comprendre le côté... Je la mettrai dans le... Ouais, mais la description. Écoutez-la si vous voulez comprendre Elle est pourquoi vraiment... les hommes sont touchés aussi par le Ouais. féminisme. Oui, elle est Pourquoi les vraiment hommes sont concernés. incroyable. C'est ça, Et mais elle est même pas... Elle est pas violente, c'est juste Elle est pas un violente, constat non. de... Il prend tous les... je vais pas spoiler toute la musique, mais il prend la voix, en gros, d'un père à son fils qui probablement fait le mieux pour l'éduquer au mieux pour qu'il vive bien, mais il prend tout ça, tous les conseils qu'on peut donner à un homme, à un garçon, un petit garçon, en lui disant ouais, tu seras viril mon kid et tu y seras ta puissance masculine. J'aime beaucoup cette phrase. Ouais. Pour qu'aucune de ces dames ne te dirige vers de contrées roses. C'est beaucoup d'hétéronormativité, de masculinité toxique. Et c'est quelque chose qui est très très présent. Oui, complètement. On va revenir sur le porno que j'évoquais plusieurs fois, mais ouais, les gars, vous n'êtes pas obligés d'avoir un putain de braquepart en fait. Hein, on s'en remet et surtout. C'est clair. Voilà, alors que c'est un concours de taille et la plupart des meufs se disent on en a rien à foutre et c'est les mecs entre eux qui se foutent la pression tout seuls. Et ça les fait souffrir, indéniablement. Ah oui, complètement. Ne pas écouter ses émotions, ça les fait souffrir, indéniablement. Mm. Il y a beaucoup de choses comme ça qui touchent aussi les mecs. Combien de gars m'ont dit... alors, il y en a qui sont très malhonnêtes en le disant, d'autres qui le sont beaucoup moins, ça dépend les personnes. Mais le fait de... J'ai toujours un peu peur d'aborder une nana dans la rue. Pourquoi ? Parce que j'ai peur de lui faire peur. Pourquoi ? Parce que les meufs ont des raisons, clairement, d'avoir peur dans la rue. Moi, j'ai plus de raison d'avoir peur dans la rue parce que je sais que je suis une grande gueule et que souvent ça suffit à les repousser, mais une personne qui a moins d'assurance, elle est effrayée et c'est normal. Et parce qu'on se fait emmerder tout le temps, forcément, un gars qui veut nous aborder, parfois gentiment, parfois il veut juste nous demander son chemin ou nous demander l'heure. Il saura plus comment le faire. Il sait pas comment faire parce qu'il a... et c'est tout à fait légitime aussi, il a peur de nous faire peur. C'est pas cool du tout. Avoir peur à ce point du contact de l'autre, c'est malsain. Et ça nous touche, nous, femmes, ça nous touche, nous, hommes aussi, ça nous touche tous. Il y a quelque chose de putain de malsain dans nos relations humaines, quoi. Complètement, c'est un problème global, hein. C'est ce que je dis, c'est une phallocratie, c'est le pouvoir au phallus à la bite forte et dure. Exactement. Mais c'est pas... Quand il y a un déséquilibre comme ça, c'est pas que d'un côté, ça en crée forcément de l'autre. Oui. Et ça, c'est très intéressant et c'est ce dont le podcast dont je te parlais tout à l'heure, je renvoie, je l'avais déjà conseillé dans les interviews, mais j'en reparle. C'est The Boys Club, avec mon accent français sexy. Boys Club. Exactement. The Boys Club. Eh bien, oui, ce podcast-là est très très bien fait parce que justement, il parle de ce côté-là, de ce qui touche les hommes aussi, en quoi la masculinité qui leur est imposée peut les mettre mal, aussi parfois bien, etc. Mais tous ces aspects-là, et c'est super intéressant d'entendre déconstruire de façon complètement bienveillante et décomplexée et sans se forcer à avoir un format de pensée ou quoi que ce soit, juste se dire viens on en parle, viens on essaie de comprendre. Mais dans le même genre, on en parlait aussi, c'est la chaîne Vous êtes vraiment sympa, qui est très chouette à la base déjà. Incroyable. Qui a une série donc, qui s'appelle Entre mecs. Entre mecs, ouais. J'allais dire Entre potes, mais c'est pas ça. Non, Entre potes, c'est un autre format. Ça, c'est aussi le nom d'une colocation de ma licence, mais bref, c'est pour ça que ça me faisait bizarre. Donc, Entre mecs, qui parle aussi de ça, c'est juste, à chaque fois, ils se retrouvent à 4 mecs,
Donc, 2 qui restent toujours les mêmes et 2 autres qui changent, je crois, c'est ça. Mais voilà, toujours 4 mecs et ils posent un sujet sur la table. Alors parfois c'est un sujet particulièrement mec, par exemple, je crois qu'il y en a un qui parle de la bite. Donc voilà, parfois ça va être les émotions, ça va être voilà. Et juste ils déconstruisent, ils se posent pendant un certain temps. Bon, il y a des cuts, donc ils doivent se poser plus longtemps que les 15-20 minutes de la vidéo. Parfois c'est un peu plus long que ça, mais voilà. Et pareil, ils déconstruisent beaucoup de choses. Et en fait, surtout, ils en parlent entre potes, en fait. C'est pour ça aussi que ça me faisait ça. C'est juste une discussion de mec à mec. Et ils discutent de ça, autour de ça, de comment ils le vivent eux. Et ils se rendent compte aussi qu'ils le vivent pas forcément tous de la même façon. Et je pense que entre The Boys Club et entre mecs, bon, déjà, il y a, il y a corrélation dans les noms, mais je pense qu'ils peuvent bien se compléter l'un et l'autre. Ouais, je pense que c'est à écouter, franchement, à écouter. À écouter, ouais. Bon, et ben merci beaucoup. Merci pour tout ça. Beaucoup aussi. C'était super cool. Il est minuit 55. C'est ce que je voyais sans l'horloge. Je sais pas quand est-ce qu'on a commencé, mais... Je crois que c'était genre vers 22h. Attends, je vais regarder. Ok, je parle beaucoup? Non, c'est faux. Oh. Non, c'est... Je t'ai un petit peu Bonjour, forcé, bienvenue sur Radio Lola. Du coup, juste en petite conclusion, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter éventuellement pour la suite? C'est très personnel, hein, mais que mes relations amoureuses se stabilisent. Yes. C'est un beau bordel en ce moment, du coup j'aimerais bien que ça se calme de ce côté-là. Et que je garde la foi pour mon redoublement en licence aussi, parce que je redouble mon année. Plein de force et courage, mais de toute façon, tu as ta détermination, non, mon assurance. Ton assurance et ton couteau. J'ai mon assurance. Donc, et mon couteau. Voilà, et si tu as un petit instant pub à faire, on a déjà parlé d'entre potes. Non, entre mecs. The Boys Club, Eddie de Preto. Une bonne référence malgré tout pour s'instruire là-dessus ou pour instruire d'autres gens. Ça reste pour moi une grosse référence, c'est Mademoiselle. Complètement. Bien sûr, hein. Le magazine féministe, mais pas que. C'est pas leur slogan, mais ça pourrait. Non, c'est une belle bande de nanas qui parlent de féminisme, qui parlent... Pas que des nanas d'ailleurs. Hein. Pas que des nanas, non, beaucoup de meufs, mais pas que, ouais. Et qui parlent de féminisme, qui parlent de phallocratie, de masculinité toxique, comme on en a parlé. Pas que, qui parlent aussi parfois juste de mode, parce que ça leur plaît, qui vont parler du dernier film qui est sorti, parce que pourquoi pas. C'est un magazine, après tout, et voilà, elles parlent de ce qui leur plaît, et on les retrouve facilement sur YouTube. Sur YouTube, leurs vidéos sont très chouettes, très enrichissantes, et sur leur site aussi. C'est très riche, il y a moyen de s'instruire sur beaucoup de choses, et je pense que si vous n'avez pas tout à fait compris ce que c'était certains sujets qu'on a évoqués, genre la pansexualité, qu'on n'a pas très détaillé, ou des choses comme ça, je pense que ça peut être... elles ont beaucoup d'articles qui traitent de ce genre de trucs, elles sont LGBT friendly aussi, donc ouais, elles évoquent, elles expliquent bien généralement. Mais d'ailleurs, c'est la rédactrice en chef de Mademoiselle qui fait le podcast The Boys Club. Ah, c'est Mimi. Ouais, Mimi, c'est ça. Ok. Bah écoute. Et ouais, ils le font en duo avec Fab. Bon, Fab qui est pas tout le temps là. Mais. D'accord. Trop bien. C'est chouette. Ouais, trop cool. Mais Mimi, elle est trop cool en plus. Ouais. Donc voilà, je conseille vivement. Et je conseille vivement la rubrique José l'Obsédé qui est trop cool. Ah, je la connais pas ça. Ah, c'est trop bien. La rubrique José Obsédé, ça reste pour moi une bonne référence. Je lis régulièrement pour me faire rire, pour me faire plaisir, ça varie. José l'Obsédé, c'est... la description qu'ils en font sera mieux que celle que je vais faire, mais en gros, n'importe qui peut envoyer son histoire à Mademoiselle en disant, en mettant en objet José l'Obsédé, en racontant son histoire. José l'Obsédé, c'est une personne qui sexe, qui fait du cul, globalement, hein, c'est tout. Et c'est juste des histoires de cul qui arrivent à des gens, et ça va être une histoire de première fois, ça va être... Donc c'est pas toujours la même personne, bien sûr, c'est juste n'importe qui envoie son truc. Donc c'est anonyme, bien sûr, c'est publié sous le nom de José l'Obsédé. Et c'est des histoires... moi, ça me fait beaucoup rire. Je pense... Il y a moyen que si un jour il m'arrive un truc, je leur envoie un mail. Mais c'est toujours très rigolo, c'est
C'est récemment celui que j'ai lu, c'est une nana qui racontait elle a sexé un soir avec un quarantenaire. Elle a expliqué pourquoi cette soirée-là de sexe était particulière pour elle. Et ça ouvre beaucoup à la sexualité des autres, à une sexualité plus normale que celle auquel on a accès par la fiction, par la fiction, le roman, le porno. Et c'est une sexualité, une sensualité aussi qui est très chouette. Et j'aime beaucoup. Bien. Puis souvent plein de styles d'écriture très différents parce que à la plume de qui l'écrit, donc voilà. J'aime beaucoup cette rubrique. Génial. Ouais. J'irai voir ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Et si tu veux faire un petit mot de la fin. Bisous. Bisous. Aimez-vous les uns les autres. Respectez-vous les uns les autres. Écoutez-vous les uns les autres. Voilà. Super important. Ouais, je pense que c'est le plus important. Mm. Écoutez-vous, comprenez-vous. Bisous.